10 all time. C'est lundi. Oui, monsieur. Voilà, c'est Monday. Yes, sir. Boum, boum. Bientôt les playoffs. Ouais. Pas de bêtises. Bien sûr. Hein, voilà. On arrive aux choses sérieuses. Comment ça va, Alex? Bah écoute, comme un lundi, comme on le dit tous les lundis. Eh oui. Ça y est. Donc là, non seulement le week-end est passé, mais ça y est, la régulière elle est finie, quoi. Dans le rétroviseur. Voilà, exactement. Incroyable, la saison régulière est derrière nous. Hop, hop, hop. Avant qu'on commence la vidéo, annonce importante. Que vous soyez en train de manger, de courir, de je ne sais quoi, Arrêtez on tout. ouvre bien grand ses oreilles. Vous allez sur le site de Trash Talk ou même sur les réseaux sociaux de Trash Talk et vous allez pouvoir retrouver le Trash Talk Bracket Contest. Ça y est, c'est lancé dans quelques heures. Ce mardi soir, le Play-in Tournament va commencer et donc, pour les prochaines heures, allez vite remplir votre bracket. Alex, tu as fait le tien. Ouais, il est bon, il est fait, il est envoyé. Il est orange et violet. Le bon bracket, voilà, c'est ça, orange et violet, tout à fait. Ne pas confondre avec une autre couleur qui va avec le violet. Dont on ne parlera pas plus. Voilà. Voilà. Non, vraiment très simplement, vous allez sur les réseaux sociaux de Trash Talk ou même sur le site. Le but c'est simple, hein, ça reste le même. Hein. Tu remplis ton bracket avec les équipes du Play-in Tournament, les équipes de playoff. T'annonces ton vainqueur du premier tour, Tu deuxième rentres tour, des petits finale de scores, conf. donc faut rentrer les équipes effectivement du play-in. Il faut pronostiquer le play-in. Ouais, Puis après, il faut rentrer ses scores et tout. Il y aura un gagnant ou une gagnante d'ailleurs. tout à fait. Et avec ça, vous pourrez vous faire plaisir. Bref, on vous laisse aller checker tout ça. C'est jusqu'à ce mardi soir. On va pouvoir donc faire comme d'hab, se frotter les mains, se craquer les doigts. Tout à fait, nous sommes le lundi. C'est le meilleur jour de la semaine. Et donc, chaque lundi, on vous retrouve avec un top 10 all time. Et qui dit aussi playoff, dit gros thème. Ah, y a-t-il des anciens et anciennes qui s'en C'est souviennent? une update. C'est une update. C'est une update aujourd'hui d'un top 10 qu'on avait fait En l'an de grâce en 2018. avril 2018. Oh là 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 là. Il y a 4 là ans. là. Tu veux dire qu'il y a eu des campagnes individuelles de playoff particulièrement douces depuis? Écoute, il se pourrait que certains phénomènes de la NBA actuelle puissent entrer dans ce top 10. Hein, voilà. Sont-ils J'ai américains? bien utilisé le conditionnel. J'ai rien spoilé. Rien du tout. Sont-ils à l'est? Sont-ils à l'ouest? C'est vous qui ferez votre propre Sont-ils à l'est prédiction. ou sont-ils à l'est? Sont-ils à l'est? Ah, Voilà. Oh, sont-ils en Amérique ou ailleurs? On ne sait pas. Dans tous les cas, oui, c'est une update. Vous le savez, sur les top 10 all time, parfois on vous propose des nouveaux thèmes. D'ailleurs, n'hésitez pas comme d'hab à balancer vos suggestions. On avait fait les maillots retirés, qui était une suggestion de la commu. Là, Alex, on s'est dit, oh, playoff. On a vécu des dingueries ces dernières années. Mettons à jour ces campagnes individuelles all time. On va présenter le thème tout à l'heure. Mais on va devoir respecter le line-up habituel? Obligé. Exactement. On a un line-up, on le respecte. Normal. Les titulaires. Exactement. Les titulaires tout de suite avec le 5 majeur. Vous le savez, sur cette saison NBA 2021-22, les top 10 all-time de votre chaîne préférée sont brought to you et sponsorisés par Tarmac. La marque basket de Decathlon. Oui, monsieur. Une marque basket française. Une marque basket qui est en partenariat avec la NBA. Yes. La NBA, grande ligue américaine, qui a pas mal de franchises. Et certaines de ces équipes, de ces franchises, ont l'honneur d'avoir... Le privilège. Exactement. Des produits faits par Decathlon et donc Tarmac à l'effigie, à leur effigie avec leur logo. Donc on a des chaussures à l'effigie des Mavericks ou des Lakers. On a tout un tas de produits à l'effigie des Bulls, des Nets, des Bucks, Du short. du Miami Heat. Tout, ouais. Il y a du sac à dos, il y a du 3/4, il y a plein de choses. Tout à Du fait. bon produit, avec des jolis logos dessus, des belles couleurs. Validé Donc, par les exactement. Important. Donc pour beaucoup de fans, c'est l'occasion de porter haut les couleurs de son équipe, quoi. C'est quand même cool. Exactement, que votre équipe soit en playoff ou pas. On sait d'ailleurs qu'il y a eu des suggestions, j'ai remarqué dans les commentaires, certains disaient c'est quand la collection de mon équipe? Dans tous les cas, vous pouvez retrouver la collection Tarmac dans le lien qui est dans la descro. N'hésitez pas à foncer, il y a les beaux jours qui arrivent, donc sur les terrains. On veut que ça RPZ, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, brought to you by Tarmac. C'est pour le robot YouTube. On va devoir expliquer le thème du jour. Certains donc anciennes s'en souviennent. On avait fait en avril 2018, on avait même foutu un autre nom, on avait mis playoff individuel. Ça n'avait aucun sens, mais c'était la même chose. On parle des campagnes de playoff individuelles, Alex. Donc c'est un joueur. Oui. C'est une saison. Enfin, une campagne. Une Tout à année. fait. Genre, exemple. Jordan, 91, 92, 93, 96, 97, 98. C'est au choix. C'est ça. C'est ça. C'est par exemple Paul George, voilà, 2019. Harden,
La saison que vous 2018. voulez. Voilà, par exemple. Bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Joel Embiid, 2010... Voilà, on verra. On verra. On verra s'il a sur les playoffs à venir, parce que c'est ça aussi qui est excitant avec le timing est particulièrement pertinent, c'est que là on va avoir des playoffs, et si ça se trouve, parce qu'on sait, on vous connaît toutes et tous dans les commentaires, dès qu'il va y avoir une grosse perf là au premier tour des playoffs, c'est au numéro 8. Pour faire le classement. Non. OMG. On essaye tant bien que mal. Après, c'est pas toujours évident. C'est pour ça aussi qu'on a un peu attendu pour faire cette update. Un petit peu. Pour le top 10 à 4 ans. Ça fait des belles campagnes. Exactement. Entre-temps, il y a eu quand même plusieurs campagnes de playoffs, lors desquelles il y a eu pas mal de grosses perfs, dont on va parler. Est-ce que ces grosses perfs viennent modifier le classement de l'époque ? Est-ce que tu veux que je balance le classement ? Non, on fait ça à un autre moment, le classement de l'époque ? On le fera juste après. On va continuer là, sur ce que tu disais, ouais. Les critères, là. Tout à fait. Partons sur les critères, puisqu'on est quand même sur des joueurs qui sont champions. La grosse stat. Ouais, champion. Oh, bah si t'es pas champion, t'as Moi, rien dans fait mon en top 10, il n'y a que des champions. Bah pareil. Dans mes mentions, c'est-à-dire des gens, voilà, il peut y avoir des finalistes, par exemple. Oui. Si tu vas pas en finale, moi, t'es même pas dans mes mentions. Mais non. Parce qu'à un moment donné... Il y a des superbes losers, hein. Il y a des gens qui sont allés en effet jusqu'en finale NBA. Et... c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Donc ouais, allez au bout. Envoyez de la stat. Si possible, à chaque étape. C'est-à-dire, il y a certaines campagnes de playoff, il faut faire attention, parfois on est obnubilé parce que le gars, il est arrivé en finale NBA et il a fait genre, allez, je vais dégage. vous rouler dessus, ou un comeback incroyable, hein, je cite des exemples au hasard, mais la campagne de playoff, elle est bonne, mais elle est peut-être pas au même niveau que toute la finale. Quelle est la complexité du parcours, tout à fait, c'est-à-dire adversité complètement. Quelles sont les équipes que tu as battues? Est-ce qu'il y a de la légende? Est-ce qu'il y a de la légende qui avait fait une très très grosse saison régulière? Qui est-ce que tu as vaincu? N'oublions pas aussi qu'il faut savoir où vous allez placer votre curseur. C'est-à-dire, Alex, par exemple. Tu as fermé des dynasties. Exactement. J'allais te poser la question par rapport au curseur. Quelqu'un qui écrase la compétition. C'est-à-dire, ça roule sur sa conférence et il a écrasé sur tout le monde. Ou alors, il y a eu parfois du game set et ça a été héroïque. Comment placer son curseur? Parce que c'est particulier quand même. Ça dépend des contextes, effectivement. Oui. Écrabouiller, ça peut aussi être le signe de, juste voilà. Je suis trop fort. Bonjour. Bien sûr. Tu vois moi j'ai quelques exemples dans mon top 10 de mecs qui ont écrabouillé. Ah bah là oui. Il n'y a pas eu trop de discussion. Ça a écrabouillé. On peut toujours dire que la concu était pas au niveau. On peut aussi dire, le mec a écrabouillé. Il y avait R à faire. D'ailleurs, on va pas non plus commencer à dire, il a écrabouillé, c'était facile, tu vois. Non. Stop. Encore faut-il le faire. Donc ouais, dans sa compte, toute l'histoire qu'il y a autour, les éventuelles blessures que le joueur a eues ou qui lui ont profité parce que des adversaires étaient blessés et tout. Est-ce qu'il y a de tout? Est-ce qu'il y a évidemment des pics, c'est-à-dire grosse perf en termes de scoring? Est-ce qu'il y a du record NBA? Est-ce qu'il y a du buzzer? Attention aux garçons qui en plus sont extrêmement clutch. Si t'es clutch, ouais, ça c'est sûr que ça... si t'es clutch et que t'écrases tout le monde et que t'es le patron et qu'on dit il n'y avait rien à faire, la balle rebondit plusieurs fois, il y a moyen qu'on en reparle. Ça fait partie en effet des critères. Quand t'es clutch en playoff, tu rentres dans la cour des très très grands, tu fais partie de ce top 10 all-time. Voilà. Beaucoup de critères. Ça fait déjà pas mal de critères. Alex, je me permets juste, spoiler, on est sur de la supra-légende de NBA. Quand vous arrivez à ce niveau-là du top 10, il n'y a pas la place pour des semi-légendes. On est tout en haut. On a que des immenses. Moi, j'ai que des immenses. Que des monstres. Que des monstres. Que des Hall of Famer, genre Hall of Famer, First Ballot, genre pas de discussion. Mais non. Les éventuelles entrées qui pourraient venir perturber le classement de 2018 ne sont bien évidemment pas Hall of Famer, mais j'ai envie de dire pas encore. Parce que... Quand t'as fait ce que t'as fait, t'y es. T'es First Ballot. Le lendemain de ta bagousse, voilà. On sait que First Ballot, ça veut plus rien dire. Tout à fait. N'hésitez pas évidemment à revoir les photos de joueurs qui ont les deux trophées dans les mains, c'est-à-dire champion et MVP des finales. Généralement, c'est ce qui permet d'avoir un début de dossier dans ce classement. Tu le suggérais à l'instant, je pense que je vais devoir faire clap-clap pour que notre cher Léon se mette un gros tableau. Allez, vas-y. Léonce, voici donc le tableau du top 10 all-time des campagnes de playoff individuelles, circa avril 2018. Depuis, il y a eu des grosses updates et on va justement se régaler avec ce top 10. Il y aura un autre tableau à la fin de l'émission. T'avais mis dire quand, toi? Eh oui. Duncan en 2. Eh oui. Tranquille, le Texas. Tout va bien. Ouais. D'accord. Objectivité totale. C'est sympa comme classement. Eh oui. Ouais. On avait beaucoup de joueurs en commun. Est-ce qu'on va avoir toujours autant de joueurs en commun? Est-ce qu'on va suivre le même classement ou est-ce qu'il y a eu des updates depuis? Parce que, attendez, il n'y a que les
qui change pas d'avis. On a aussi la possibilité de pouvoir revenir dessus et de dire genre, c'est vrai que depuis, c'est pas comme si par exemple, j'en sais rien, moi tu vois, il y a eu des livres qui ont été écrits et puis tu considères des choses un peu plus parce que tu es rentré dans les détails. Ouais, bien sûr. On est bon, on est prêt, on a tout fait, on a montré le gros tableau, on a fait le sponsor, on a parlé de ce thème. Moi j'ai trop hâte parce que déjà c'est les playoffs qui bombardent. Il y a toujours cette excitation avec ça se trouve, on va avoir un truc complètement historique qui va être sous nos yeux, ou ça va peut-être être une année de playoffs un peu plus calme, et en fait on sera genre bon, ce n'est même pas une mention quoi, on verra. Voilà, ouais. Vite fait. Quoi. 2022 c'était random. Il s'en sort bien. Ouais voilà, c'est ça. Mais pourtant je pense qu'il peut y avoir des dingueries cette année encore. Ah je suis totalement Il y a 2-3 d'accord. mecs qui vont arriver en playoff pour faire. Comment ça, je suis pas MVP? Qu'est-ce que c'est que ce top 10 de merde? Qu'est-ce que. Ouais. My name is my Quand tu name. vois la course au MVP qu'on a, Ah bah oui, il y a moyen qu'il y ait il y a du sum. tout à fait, il y a du règlement de compte Et comme le on dit. sum est un fabuleux outil de motivation. Il y a moyen qu'on en reparle tout à fait dans ce top 10. Du coup, on est bon. Je crois qu'on va pouvoir se poser une grosse question. Allez, vas-y. Nous sommes lundi. Et même si on est entre le sel de Guérande, du Play-in Tournament et la fin de la série régulière, Alex, Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Méli-mélo de poisson avec des petits champignons. Oh, ça rime. Ouais. Méli-mélo de poisson avec des petits champignons. Méli-mélo de poisson, s'il y en a qui l'ont pas, c'est genre quand je vais chez mon poissonnier et qui dit tiens, regarde, il y a du méli-mélo de poisson. Donc en gros, il y a des morceaux de saumon, Cabillaud. il y a du cabillaud, peut y avoir de la dorade, peut y thon. avoir de la sole, parfois peut y avoir des morceaux de thon, un peu de tout. Moi je dis bah c'est bien, très bien. Donc comme on est deux... Vous m'en remettrez 4 ouais. kilos. C'est ça. Ça, c'est un mardi chez Alex. Voilà. Je mets ça dans une poêle après avoir fait revenir les champignons avec un peu d'ail. Pas de vin blanc Non. dans la cuisson. c'est pas Non, mal. dans la cuisson, non. Par contre, à côté. Oh, oui. voilà. Pardon. Mais dans la Oups. cuisson, non. Ouais, voilà. Non. Je fais mes ail ou échalote, c'est selon. Voire les deux. Champi. Et après, je mets les petits morceaux de poisson. Là, tout ça, ça mijote un petit peu. Puis c'est bien, c'est bon, c'est simple, c'est facile à faire, c'est équilibré. Puis c'est tout le temps de saison, en plus, t'es peinard. Ça marche tout seul. Mon cher Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On est en playoff. Hein. Un petit croque-monsieur maison Très bien. avec une petite salade verte. Franchement. Tout D'accord. simple. Ok. On n'est pas Mais sur c'est des. bon ça. Est-ce qu'on est sur de l'emmental ou du chèvre? Ah non, non, on est sur des mentales. Pour faire griller le croque-monsieur. Non, non, juste à l'intérieur. Qu'est-ce que Mais tu mets alors, dans un croque-monsieur? Il y a de. Tu vois, À il y a de. l'intérieur, non, Oui, c'est à dessus l'intérieur. le croque-monsieur que tu mets des mentales. Ah, Ouais, mais attention. moi je mets une petite tranche de Croque madame, de croque monsieur. fromage à l'intérieur. Mais sinon, tu fais tremper légèrement Le pain de mie dans, dans du lait. Et Ah tu bon poivres un peu. Ouais. Oui. À la C'est cuisson ça, du le coup, secret. il- Et Je tu fais poivres jamais un croque-monsieur, peu. moi. Il grosse. Ah ouais. Moi, quand je bouffe un croque-monsieur, c'est mauvais signe. Ça veut dire que je suis dans le train. Ou au poisson. Ou que je suis Un dans McFish. Tu vois ce que je veux dire? Ou je suis dans Eh une ben. boulangerie pas bonne. Ah, Tu vois ce tu sais que le je veux dire? maison, Oui, je bah sais, va chez Léonce. Hein. J'y penserai, Ah, j'y penserai. merde. Mais tu vois ce que je veux dire? D'habitude, quand je bouffe un croque-monsieur, voilà, c'est que. Oui, oui, oui. C'est que ça s'est mal passé. C'est qu'on revient d'une séance de dédicace. Hein, Voilà, par on est exemple. content. Par exemple. Par exemple, on va partir sur un petit salé lentilles, tout simple. Là, moi, on est sur une période où il faut être au taquet, on mange bien, ça remplit, ça donne des forces, let's go. Je veux rien d'autre, juste petit salé lentilles avec des bons oignons dedans et même feuilles de thym, vous mettez tout ce que vous voulez, ça marche tout seul. N'hésitez pas, comme d'hab, à nous suggérer ce que vous allez manger aujourd'hui, ou que vous soyez dédicace, comme d'hab, à toutes nos teams, Trône, Muscu, Transport, Boulot, les teams qui ont le seum aussi, parce que leur équipe ne jouera pas, Alex, jusqu'en octobre prochain. Pensez à toutes ces franchises qui ne joueront pas de match officiel avant octobre, hein, ça va faire 6 mois de Ça va, il y a des pas de match. playoffs à regarder. Oui, et puis il y aura la Il y a draft, une draft, tri, une free agency. tout ça, voilà. Un euro en septembre. Il y a de Non, quoi non. faire là. Il y a de quoi faire, tout à fait. Mais là, on va s'occuper des bad boys, des grands, et pas ceux de Détroit. Tous les grands garçons qui ont cartonné en playoff. Je vais devoir te donner une tablette avec un stylo et, comme on appelle ça, un effaceur. Le peuple attend son spécial. Et on est bon. Magnifique rattrapage. En cacahuète, tout à fait. Prenez-vous aussi votre tablette si vous le voulez. Ça fait plaisir. Quel bonheur de se retrouver tous les lundis quand même dans ces émissions. Alex, on va devoir faire comme d'hab. Avant de mettre notre numéro 10, on parle des mentions honorables. Qui sont les mentions honorables où tu as envie de complètement défoncer mon top 10 en me spoilant un de mes, un de mes garçons? Évidemment, en mention honorable, j'aurais un paquet de campagnes de Michael Jordan ou de Shaquille O'Neal par exemple, puisque ce sont deux joueurs, ils ne sont pas les seuls, mais ils font partie des joueurs où tu peux faire limite un top 10 de campagnes de playoff de Shaq à faire, enfin tu vois. Donc je ne vais pas pouvoir toutes les prendre, j'en ai pris une chacun,
Donc évidemment, toutes les autres sont en mention automatiquement. Je veux dire. Sur ce genre de spoil, très bien. Tu vois. Très bien, très bien. Tu vois, non mais. Oui, Voilà. j'en prie. Voilà. C'est du spoil. Bah non, je dis pas les années. Du coup, on pourra discuter des années. Surprise, il y a Jordan et Shaq dans le voilà, top tu 10. vois, franchement, voilà, non. Ils sont en mention, ils sont dans le top 10, ils sont là. Quoi. Ah, tu as le droit, tout à fait. Non, mais je sais pas, Jerry West 69. J'ai pas rentré. Tu es rentré? Non, je l'ai pas rentré, mais sacrée année de Jerry, le logo. Grosse année, grosse campagne de playoff. Il est MVP des finales, mais en perdant. C'est le premier MVP des finales de l'histoire, hein, Désolé. pour s'il y en a qui ne l'avaient pas encore entendu ça dans nos nombreuses vidéos. Donc le premier MVP des finales a été distribué en 1969 et il a été donné à Jerry West alors que les Lakers, donc étaient en finale, hein, mais ont perdu contre les Celtics d'un certain Bill Russell, dont on reparlera peut-être. Mais voilà, Jerry West en 69, magnifique campagne de playoff, magnifique saison, magnifique campagne de playoff. Il aurait fallu que ça gagne. Si ça gagne, ça peut rentrer dans le top 10. Franchement, ça perd, c'est moche. Donc, Nous sommes d'accord. Quelque part, là, tu me tendais la perche, tu l'as mis, Bill Russell 69 ? Non. Bon, très bien. Moi, il était en fermeture de mon top 10 de 2018. Ah, ouais, à l'époque. Eh oui, et malheureusement, oui, comme tu on l'a l'as mis en dit, 10. eh bien, il y a des entrées. Donc il y a des entrées chez toi. Eh ben, quand il y en a- Bah, je sais pas, on savait pas, on a mis le conditionnel. c'est vrai. On a mis Pas le de conditionnel. spoiler. Voilà, donc toi, t'as spoilé. Bill Russell qui a affronté, lui notamment Jerry West, mais il a affronté d'autres garçons. Il a affronté évidemment du Will Chamberlain qui était sur ses finales 69. Juste rappelons le contexte, vous pouvez parler de statistiques si vous voulez. On est en fin de carrière de Bill Russell. C'est sa dernière saison professionnelle, joueur et coach des Celtics. On va faire ça comme il faut, c'est-à-dire devenir l'emblème du patron total en NBA. Je suis l'entraîneur, je donne les stratégies, j'encourage mes coéquipiers. Et en même temps, lorsqu'on est en déplacement à Los Angeles, bon bah là les gars, stratégie, s'assurer de faire galoper les Lakers. Les stats ne sont pas folles de Bill Russell, mais c'est le sommet du leadership. Il faut se rendre compte que pour sa dernière saison en carrière, il va aller chercher la bague au Forum, Game 7. Game 7, avec Wilt en face, avec Jerry West, avec tout le monde qui dit genre... Ça commence à tousser un petit peu, tu parles sur Les son... ballons au plafond et tout. Ouais, que du 48 minutes, les ballons qui sont accrochés au plafond, Bill Russell qui dit « Ah bah je crois qu'ils vont rester en l'air ». Magnifique. Tout simple, hein, on a du... Qu'est-ce que je peux vous sortir sur les finales? On a le match final, c'est du 6 points, 21 rebonds, 6 passes. Il y a toujours du contre, évidemment, dans tous les sens. Il y a du 29 rebonds sur ces finales. Il y a toujours ce côté double-double simple. Là, il y a même un peu plus tôt sur les playoffs, 14 points et 29 rebonds. Ce sont des séries d'abord face aux Sixers, puis les Knicks, puis les Lakers. Je rappelle qu'à la fin des années 60, il n'y a que 3 tours. On n'est pas encore sur un premier, second, troisième et finale NBA. Mais ça n'enlève rien à la perf extraordinaire de Bill Russell qui part sous une douche. Bah, je sais plus, on avait fait le top 10 des fins de carrière? Mais des positives? Je sais pas. Je crois pas. Faudra qu'on en reparle. Parce que tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va aller chercher Bill Russell Fin de 69. carrière. Ouais. Autre mention. Isaiah Thomas. Il a deux immenses, il n'y en a pas que deux, mais il a deux immenses campagnes de playoff en carrière, une en 88, une en 90. En 88, c'est immense, mais ça perd en finale au Game 7. La cheville. Dans les circonstances qu'on connaît, tout propre, tout beau, tout propre, il n'y a pas du tout de scandale. Hein, les Lakers, de toute façon, c'est pas leur genre les scandales. En 90, il est MVP des finales. Ça va au bout. C'est une très très grande campagne de sa part. Après, statistiquement, ça reste du Isaiah Thomas, c'est-à-dire qu'on est sur du 21-22 points, 5 rebonds, il y a 8 passes, des bons pourcentages au tir et tout. Mais ça reste des lignes statistiques inférieures à beaucoup d'autres clients que j'ai dans mon top 10. Et en plus, ok, il était le général en chef des Bad Boys de Détroit. Enfin, l'équipe est absolument incroyable. Il y a un truc très collectif dans cette équipe qui m'empêche un peu de sortir vraiment la campagne d'Isaiah Thomas suffisamment, en tout cas pour la mettre dans le top 10. Donc ça rentre pas pour moi. Je suis d'accord, un joueur qui n'a pas été champion ou quoi que ce soit, mais alors quelle campagne de playoff, Allen Iverson 2001. Oh là là, le salaud, jamais il rentrera dans les 10 parce que malheureusement il échoue avec les Sixers face aux Lakers de Shaq et Kobe. Les Lakers, ils auraient sweepé les playoffs. Tout à fait, mais au-delà de ce match qui est iconique, vous connaissez tous le step-over au-dessus de Tyronn Lue, pour ceux qui ne connaissent pas et débarquent, vous tapez Tyronn Lue, Allen Iverson, vous ne tomberez pas sur une conférence de presse comme on dit. On a ce match 1, 48 points à Los Angeles, iconique, et avant ça, oh la conférence Est, les duels face à Vince Carter avec la série Toronto-Philadelphie où il y a du 50 points, 50 points, 50 points, 40 points, les deux se rendent un duel formidable, les Bucks aussi en finale de conférence qui sont quand même pas des mini-Bucks, hein, pas les Bucks d'aujourd'hui, mais
Quand même, à Non, je l'époque, comprends, t'as ouais. Ray Allen, Sam Cassell, Glenn Robinson, et donc Iverson mettait littéralement une franchise sur ses épaules, ses frêles épaules à 1m80 et des poussières, pour emmener les Sixers en finale NBA. Tu échoues face aux Lakers d'un garçon dont on reparlera. D'autres petites mentions? Ouais, Steph Curry. Steph Curry, 2015, on oublie, hein, mais sa campagne de playoff, elle est lourdissime. Celle de 2017 également. Dans les deux cas, il n'est pas MVP des finales. En 2017, c'est Kevin Durant qui est MVP des finales. Donc, bon, à la limite, pourquoi pas. Il y avait eu une discussion à l'époque, et honnêtement, Kevin Durant avait quand même un beau dossier pour être MVP des finales. 2015, c'est un scandale. Faut pas se mentir. En 2015, c'est LeBron qui est MVP des finales, et c'est vrai que... qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est vrai que... C'est André Iguodala. Voilà, oui, c'est André Iguodala. Oui, bon, c'est vraiment... Alors là, pour le coup... C'est André Iguodala, le MVP un des des finales. trucs les plus ridicules de l'histoire du vote des MVP des finales. Attends, que André le soit ou que LeBron ne le soit pas? Que LeBron ou Curry ne le soit pas. Que ça Ah, soit... oh, André que ce soit Iguodala, il fait Curry. des bonnes finales, mais il doit pas être MVP des Tout à finales. fait, Faut mais- arrêter. Il y a deux mecs meilleurs que lui sur la série. Tout à fait, non, Un non. de mais chaque côté. C'est Curry le MVP de ces finales. Je pense que oui, mais je veux dire, je crois que j'avais déjà dit ça d'ailleurs dans la vidéo à l'époque, il y a 4 ans. Mais en gros, si vraiment les votants, pour des raisons que j'ignore, ne le filent pas à Curry, je trouve que limite LeBron le mérite plus qu'Iguodala. Ah oui, bah, s'il le fout Tu pas vois à ce que Curry. je veux dire? Ouais, bah ouais. C'est ça que je veux dire en Ouais, fait. Della Vedova, tiens, pas qu'on y est. Non mais voilà, oui, Iguodala est Factor X, c'est un Factor X, c'est justement pas un MVP des finales, tu vois. Et donc, Steph 2015. Bref, ça me rend ouf. Oui, bah oui, Steph 2015, campagne de playoff absolument magnifique, qui à chaque tour il va être très très fort. On parle souvent de Curry, playoff, ceci, cela. Allez regarder la ligne de stats, les performances en match et tout de sa campagne de 2015, c'est du très très lourd de la part du chef Curry, mais voilà, il manque quelques petites choses pour rentrer dans ce top 10 qui est quand même un top 10 ultra concurrentiel. Je veux dire, les choix, moi je veux dire, j'ai un top 15, même, ouais, peut-être plus que 15, mais j'ai au moins Ah, il y a 15. 20 gars qui sont. J'ai au moins 15 gars où genre tu me dis que tu les mets dans tes 10, franchement je peux pas dire oh, mais non, qu'est-ce que tu fais, c'est un scandale et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, Vraiment des trucs de... Voilà, vas-y. bien sûr, non, j'allais compléter d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure dans les critères et la manière dont on a travaillé ce truc, il n'y a pas de multimension. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez faire votre top 10 et que vous mettez Jordan telle année, Shaq telle année, Kobe telle année, que vous les remettez plusieurs fois dans votre top 10, c'est votre choix. Mais moi, Alex, je pense qu'on est d'accord, dans celui qu'on a fait, on varie les joueurs. Tiens, bah Kobe, je l'ai pas rentré moi. Non, Non, non j'aurais eu Kobe plus. 2009, Tout à qui est fait. très très sérieux. Orlando a pris cher. Hein. Orlando, et même avant, les tours d'avant, Ah c'est oui, du oui. sale. Ah bah Denver. C'est du sale. La campagne de playoff de Kobe en 2009, C'est de la mention honorable. l'équipe est bonne, hein. Il y a Odom, il y a Pau Gasol, il y a vraiment plein de très bons joueurs autour de lui, mais c'est quand même vraiment... C'est la campagne patron de Kobe, c'est son premier titre vraiment en tant que franchise player et tout. Il y a beaucoup de choses très significatives dans cette campagne de playoff de Kobe qui est énorme. Bien sûr, et pour finir la boucle sur nos amis les Lakers qui doivent être en jeu à l'heure actuelle, Anthony Davis de la bulle, c'était du très 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 sérieux. Moi je l'avais LeBron notamment aussi. mentionné, tout à fait. AD avait été énormissime, il pouvait être même considéré comme le meilleur joueur de la bulle. Il avait été incroyable du premier au dernier tour, vraiment sans le moindre arrêt. Il avait roulé sur la compétition. C'était là qu'on attendait notamment le Anthony Davis qui allait rouler sur le reste de la planète. Bon bref. Voilà pour les mentions. Pas mal. On va pouvoir ouvrir ce top 10 Allez. Let's go! Top 10 all-time des campagnes de playoff individuelles. On va donc devoir oui. placer un numéro 10, mon cher Alex. Vous pouvez vous aussi y participer. Attention, légende vivante, on y va. Magic 1987, il était en 11e chez moi. J'ai laissé la place au cœur. Monsieur Alors, Dwayne Wade Tu 2006. l'avais à l'époque. Oui. Il était 7. Il était Tu l'avais en 7. tout à fait. Moi, je l'avais en 8. Donc toi, il est en 10. Et moi, il recule beaucoup Et il a plus. perdu du galon. Hein. Ah bah, il a perdu du galon, mais tu sais, il y a eu des updates. Hein. Pourtant, la campagne est belle. La campagne est incroyable. Mais, vas-y, je t'en prie, parle de Magic 87. Ouais, voilà, je le fais tout de suite. On en avait déjà parlé à l'époque. Je vais redonner quelques détails quand même. Bien sûr. La campagne de 88 de Magic peut tout à fait bien marcher également, sauf qu'en 87, en plus, il est MVP des finales. C'est une campagne en 22 points, 8 rebonds, 12 passes. Je vais citer beaucoup de stats hein, dans ce top 10. À 55% au tir, donc 22 points, 8 rebonds, 12 passes à 55% au tir, c'est quand même une campagne extrêmement sale. On est sur le Magic Prime. On est sur le Showtime
à son summum. Parce que Magic est à son summum. Parce qu'il domine à la passe, il domine à la création, c'est compliqué de l'empêcher de driver, il prend beaucoup de rebonds, il délivre du caviar dans tous les sens. Les Lakers en transition, ça s'éclate avec des Worthy, des Byron Scott, des AC Green, des mecs comme ça. Bon, Jabbar est vieillissant, donc c'est vraiment Magic le patron. Ça devient même patron du scoring, hein, quasi. Ouais, hein. Il est lui le patron. Oh. C'est the patron. Avant, il était beaucoup à la distribution, et là, maintenant, Pat Riley lui dit let's go score. Il a un peu tout fait, Magic. C'est vrai qu'au tout début, il était 2. Après, il était un peu plus à la distribution. Et après, c'est vrai qu'à 86, 87, 88, enfin, la fin des années 80, c'est le meilleur joueur de la planète. C'est le meilleur. C'est lui le meilleur. Ouais. Et donc, dans mon top 10, il me fallait un Magic. Parce que quand même, on parle d'un mec qui a 5 bagues, qui a été plusieurs fois MVP des finales, qui a fait beaucoup d'excellentes campagnes de playoffs, et celle de 87 est pour moi un symbole de ce qu'était Magic Johnson et de ce qu'était le Showtime. Donc voilà, je l'ai mis en 10, donc ça a baissé, chez toi c'est carrément sorti. Il est sorti parce que notamment c'est... je suis totalement d'accord avec ce que tu disais, et d'ailleurs dans les éléments additionnels, il y a le Junior Skyhook qui lâche à Boston, qui est quand même un des moves iconiques de l'histoire des finales NBA. Il est énorme, je veux dire, il faut quand même mettre au silence les Celtics de 87 de Larry Bird, donc c'est Magic qui vraiment est énorme, et d'où vient d'ailleurs la conférence de presse, je crois, de cette année-là, de Larry Bird, qui est bouche bée en conférence de presse et qui dit « j'ai jamais vu un joueur de basket aussi fort que Magic Johnson ». Donc je te suis totalement. Quand je m'étais replongé dedans, je parlais du curseur tout à l'heure, la conférence Ouest, c'est une balade de ces Lakers qui roulent absolument sur le reste. C'est du quasi sweep, hein. À chaque tour. Il y a maximum du 4-1, je crois. Sinon, il y a du 4-0, 3-0 au premier tour. Ils ont défoncé tout le monde, et donc le collectif est énorme avec Magic à sa tête, mais j'essayais de savoir où sont les moments de, je sais pas, de difficulté, où il y a eu du 4-2 ou du 4-3. On se souvient surtout des finales NBA de 87. C'est vrai, mais la campagne est bonne de A à Z, enfin bonne, est excellente de A à Z. Indéniablement. Voilà, moi je l'ai en 10. Toi, t'as mis quoi ? Je n'ai pas voulu sortir Monsieur Dwayne Wade, 2006. C'est aussi du moi, vécu. Sorti, hein. Eh ben, je comprends. C'est aussi du vécu de ça y est, t'es ado et tu vois D-Wade qui était absolument dingue. Dur, mais je l'ai sorti. Bah non, mais attends. Moi, j'ai juste envie de poser une question aux gens. Vous voyez Ja Morant ? 3e saison, là. C'est parti. Hop, tu vas nous chercher la règle. 3e saison professionnelle. Pas la même équipe, quand même. Ah, mais tout à fait, je ne compare pas. Je dis juste, là, on prend un joueur qui est dans sa 3e saison pro, qui arrive et qui dit je vais rouler sur la conférence Est. J'ai bien évidemment ce qu'il faut, hein. Wade, il a le Shaq, il a des vieux briscards, il y a Gary Payton, il y a Antoine Walker, il y a James Posey, il y a Pat Riley, qui avec ses bagous sur le banc. C'est incroyable, évidemment. Mais imaginez le choc que ça représentait d'avoir, par exemple, là pour un Ja Morant, imaginez ce que ça représentait d'avoir un Dwayne Wade qui, dans sa cuvée de draft, on parle de LeBron, on parle de Melo, lui il arrive, bam, une étoile filante, flash. Il transperce la conférence Est. Il y a du Chicago au premier tour. Pistons. Il y a les Pistons. Il y a les Nets en demi-finale. On oublie beaucoup, mais il salit les Nets totalement. Il y a du match à 30 points, 30 points, 31 points, 31 points. On est aussi sur une ère où il y a beaucoup plus de pace lente. Hein. On joue vraiment sur demi-terrain, donc c'est pas non plus... c'est pas les Suns ou les Warriors, comme on dit. Hein. Enfin, les Suns de l'époque 2000. Détroit, comme tu le dis, parce que c'est vraiment cette compétition, hein, entre les Pistons et le Heat. L'année précédente, c'est les Pistons qui éliminent Miami pour aller en finale NBA et se faire gentiment baptiser par Manu Ginobili et Tim Duncan. Et il y a ensuite ces finales NBA. Bon, bah là, les finales. On est 2-0 les 8. Hein. 2-0, et Dwayne Wade devient le Superman que Shaq a sur le biceps. C'est flash. C'est là qu'il va mettre la planète basket à ses pieds. Dwayne Wade nous lâche des mixtapes. Bon, bah, on a du match à 42 points et 13 rebonds, puis 36 points, 6 rebonds, puis 43 points, 4 rebonds et 3 passes, puis 36 points, 10 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 3 comptes pour terminer la série à Dallas. Ce que fait Dwayne Wade pour sa 3e saison NBA, j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse une campagne aussi jeune. Dans l'histoire des campagnes aussi jeunes, bon, il y a Magic 80 qui va être difficilement cherchable. C'est plus les finales. Tout à fait. La campagne en elle-même, c'est quand même Jabbar beaucoup. Et bah tu sais que dans les plus grands jeunes de l'histoire, Dwayne Wade fait un truc extraordinaire en 3e saison professionnelle. J'avais besoin de le garder dans mes 10. Non, je comprends. Monsieur D-Wade. D-Wade, ça tient bien. Après, les mauvaises langues diront qu'il a eu trop de lancers en finale. Oui. Non, mais les mauvaises langues, c'est ce les lancers francs. Il y a juste 21 sur 25, 16 sur 21, 13 sur 18 et 11 sur 14 au lancer. Il en a eu beaucoup. À Dallas, ils sont contents. De là à parler de scandale ou quoi. Oui, bah Mark Cuban, il paiera. Je laisse ça exactement à des gens du Texas qui jouent en bleu.
Dont on reparlera peut-être un peu plus dont tard on dans la parlera vidéo. peut-être un peu plus tard, tout à fait. Wade allait les chercher quand même beaucoup, ses lancers. Les lancers, ça reste un critère important pour gagner des matchs. Totalement, en souhaitant de bons playoffs aux Sixers. Du coup, on va pouvoir passer en numéro 9. Place numéro 9. Alors, en 9, qu'est-ce qu'on a? Je sais même plus, tiens. Ta-ta-ta. Ah oui. Alex, en numéro 9, tu nous as mis Hakim 1994 et j'ai mis Larry Bird 1986. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il se marre? Bah, je me marre parce que je fais mes petits calculs dans ma tête. De ce que j'ai mis et pas mis? Oui, voilà, c'est ça. De qu'est-ce que. Toi, tu veux faire la suggestion YouTube là, de genre devine les places de l'autre? Vu que je vois des trucs qui baissent, parce que là, Bird 86, tu l'avais. Ah, mais cherche pas de corrélation, j'ai refait mon top 10. 6e. Donc là, ils ont bien baissé. Tu nous as déjà dit que tu avais sorti Magic. Ah, mais il y a du mouvement. Hakim 94. Yes, sir. Bah ouais. Comme expliqué à l'époque, en 2018, la campagne de 95 discute bien aussi. Ces deux campagnes-là d'Hakim sont assez incroyables. Moi, j'ai pris 94 parce que 94, c'est l'ensemble des playoffs qui est fou, je trouve. Même les finales. Je veux dire, les finales de 95, je ne veux pas faire offense au Magic. Le Game 1 est serré, derrière, ça déroule quand même bien pour aller jusqu'à la bague. En 94, en finale, tu fais les Knicks en 7. Et si John Starks te fait pas, contrer le 1, non, pardon, vas-y. Bah, s'il te fait pas le Game 7 le plus pourrave de tous les temps, quasiment, hein, j'exagère un peu, mais voilà, ça se trouve, t'es dans la merde en fait dans ces finales-là. Combien de 2 sur 18 au tir il a fait? Ouais, c'est vraiment 2 sur 16, je crois. Ouais, bon, bref, c'est un problème, c'est un problème. T'as aussi les Suns en 7 dans ces playoffs-là, mine de rien. Les Suns de 94, c'était quand même un plat assez indigeste, hein. Il fallait quand même se les bouffer. Et donc, oui, les Rockets, beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs, Kenny Smith, Sam Cassell, Robert Horry, plein de joueurs forts et tout. Mais Hakim, il tourne quasiment à 30 points par match, il y a 11 rebonds, 4 passes, 4 contres de moyenne sur la campagne de playoff. C'est un grand malade des deux côtés du terrain. Il domine tout ce qui bouge. En finale, il voit arriver Pat Ewing, il fait « Tu vas passer un mauvais moment, Patoche ». Il passe un mauvais moment, Patoche, sur ses finales. Il en chie. Il se fait manger. Donc ouais, la campagne 94 d'Hakim Olajuwon est une vraie masterpiece pour un pivot des deux côtés du terrain. Voilà, il y a un sentiment de domination dans quasiment chacun de ces matchs qu'on retrouve un peu en 95. Hein. En 95, la sauce à David Robinson. Enfin, non, mais bien sûr, 95, c'est exceptionnel. Hein. Mais je trouvais que c'était plus complet sur l'ensemble des playoffs. Et comme on est sur une campagne entière, je préfère mettre 94. Voilà. Prime Hakim, Prime Hakim qu'on oublie trop souvent. Parce que quelque part, par rapport à d'autres légendes, il y a 2 titres. Donc les gens aimeraient bien qu'il en ait plus, mais attention, hein. Prime Hakim des milieux des années 90, tu rendais les armes. Chaud. Rien à faire. Dans une petite aire de pivot en plus, hein, il y avait 3 fois personne. Hein. Il y a des pivots partout, à part contre les Suns, ils se bouffent des gros pivots à quasiment tous les tours. Parce que bon, contre les Suns, les problèmes étaient ailleurs qu'au pivot. Thème récurrent. À cette époque. Thème récurrent. Ah, de moins en moins. Ça va. Ouais. Mais oui, à l'époque, thème très récurrent. Tout à fait. Donc toi, tu nous as mis Larry Bird 86. Petite campagne. Correct. Larry, au calme. Entre deux binous. Le petit 27 points d'Irbon 6 passes en 50, 40, 90, tu sais, le petit. C'est pas un 50, 40, 90. C'est un. 52, 41, ouais, 91. Voilà, ouais, bah oui, c'est avec la générosité de Larry Bird. Hein, c'est un truc de taré. Tu l'as 52, 42, 93. Tu l'as? Oui. D'accord. Bon, bah, on pourra se compléter évidemment. Mais oui, voilà, les pourcentages sont formidables. Merci Larry Bird de foutre le papier peint, le toit et la table du club du 50, 40, 90. Parce qu'au début des années 80, on est en train de voir comment ça se passe. Je l'ai en 8. Magnifique. Donc je le note tout de suite. Très bien, Larry Bird, parlons-en en long et en large. 86.
On est sur une campagne où il y a évidemment le titre, ce sont les Celtics qui sont injouables à domicile. Comme Alex vient d'en parler là sur Magic Johnson, on est vraiment sur Prime, Larry Bird, 3e année de MVP, on va rouler sur tout le monde. Le vrai regret, quelque part, c'est de ne pas jouer les Lakers en finale NBA, parce que les Lakers se chient face à nos amis les Rockets, donc tu vas jouer Houston d'un jeune Hakeem Olajuwon. Et donc Boston va dérouler, juste on oublie certains détails, et je vais te laisser la parole là-dessus. Vous vous en souvenez, en 86, on parle souvent d'un match où on dit « Ouais, Michael Jordan, 63 points, c'est le game 2 des playoffs, puisque la série, c'est entre Boston et Chicago. » Donc on parle quasi exclusivement du match à 63 points de Jordan, qui est donc dans une défaite. Tu t'en souviens de Larry Bird de ce match ou pas? Sa ligne, tu veux dire? Non. Juste 36 points, 12 rebonds et 8 passes de Larry Bird dans une victoire. Puis c'est un sweep des Celtics. Et c'est un 3-0 des Celtics, puisque ça se joue en 3 matchs à l'époque. C'est aussi ça qui Puis me fait pas pouvoir mettre Bird plus haut. C'est que Bird est exceptionnel. Mais on oublie. Les Celtics, non, mais les Celtics sont incroyables. Ils ont tout. Ils ont Bill Walton en sortie de banc, c'est n'importe quoi. Bon. Bien sûr. Mais lui. C'est Vinnie Johnson? Non. Dennis Johnson. Dennis Johnson À la main, avec tout à fait avec Danny Ainge. Il y a Cédric Max. Non, il n'est plus là. Il est encore là, mais il est en train de faire le bougon, il est blessé. Parrish, McHale, enfin, l'équipe est incroyable. On parle d'une des meilleures équipes de tous les temps, mais il n'y a aucune discussion sur qui est le patron de cette équipe. Non. C'est Larry Bird. Et Larry Bird 86, on parlait en intro de... Il y a peut-être des garçons dans ce top 10 où en fait juste tu poses tes sneakers et tu fais merci d'avoir participé. Ce sont les Celtics de 86. Et c'est vrai que Larry Bird là-dessus, moi je revenais juste sur ce match parce que souvent, tu sais, c'est vrai, je me disais, attends, mais le match de Jordan à 63 points, c'est en 86. Il affronte Larry Bird. Bon, 36-12-8. Il y a du triple-double pour finir évidemment les Rockets. 29 points, 11 rebonds et 12 passes. 25 points, 15 rebonds et 11 passes aussi sur les finales. Je te laisse la parole, c'est prime Larry Bird, quoi. Non, bon, attends, c'est très bien, t'as tout dit. Mais moi, j'expliquais le côté, genre, peut-être des gens ont trouvé qu'on le met pas assez haut. Mais en même temps, l'équipe est extraordinaire. La ligne de stats est fabuleuse. De Larry Bird, au milieu d'un collectif qui marchait trop bien. On peut discuter de l'adversité en finale. Enfin, c'est ces petits détails qui... Houston est un adversaire surprenant en finale, ouais. Ah bah bien sûr, de toute façon, t'arrives pas en finale par hasard. Ouais. Hormis sur un shoot de volleyball de Ralph Sampson, bon, ça après. Non, mais c'est pas du hasard, ils avaient une belle équipe. Eh oui. Ils avaient des Twin Towers et tout. Il y avait de la Juwan au passage. Bah oui, tout à fait, comme je disais, c'était Jan Olajuwon et Jan Ralph Sampson. Pour ceux qui aiment le volleyball, Jeanne et Serge, dédicace Artem, vous pouvez aller voir le shoot de Ralph Sampson qui qualifie les Rockets en finale. 86, Ralph Sampson. Qu'est-ce que t'as mis en 8 du coup? Je me dépêche. Parce que je vais prononcer le mien, mais je vais te poser une question sur Larry Bird. J'ai mis Hakeem Olajuwon 1995. Pour débattre. Avant de parler de Hakeem Olajuwon, juste avant ce débat, c'est intéressant qu'on ait les deux. J'ai failli mettre Larry Bird 84. On oublie un peu trop Bird 84, mais on met au-dessus Bird 86 quand même. Oui, je mets au-dessus 84, Bird c'est 86 ça, perso, mais Bird 84, mais tu sais que même 81, c'est déjà très sale, hein, Larry Bird. Ouais. En fait, ces joueurs-là, ultra dominants sur quand même pas mal d'années, toujours difficile de choisir dans leur campagne de playoff. Donc déjà, t'élimines celle où c'est pas allé au bout. Larry Bird, il en reste encore 3. Tout à fait. Quand même. Et honnêtement, pour moi, c'est 86 parce qu'il y a quand même le côté symbolique de ces Celtics qui sont complètement dingues en 86 et qui enchaînent en fait. Ils sont dingues en régulière, ils arrivent en playoff et ils continuent de rouler sur tout le monde en fait. Donc moi, c'est pour ça que j'ai choisi 86 par rapport à 84. Je trouve aussi qu'en 84, même s'ils ont joué les Lakers, c'est pas les meilleures finales de Magic par exemple, notamment. Du coup, ça atténue, limite, je pense que le parcours de 86 est plus impressionnant. Voilà. Je suis d'accord. Hakeem Olajuwon, tu en parlais à l'instant, tu as mis 94. Je me suis dit, on va s'amuser, je vais mettre 95. Parce que statistiquement, 95 est meilleur que 94. Il y a du 31 points, il y a 31 points, plus de 10 rebonds, il y a un peu moins de contre. Mais Hakeem est complètement dingue. Et alors, moi, ce qui m'hallucine, c'est que tu peux prendre 94 contre 95, et je retravaillais le top 10 et je me disais, imagine dans la NBA actuelle quelqu'un qui démarre chaque round à l'extérieur. Puisque donc ce sont les fameux Rockets qui ont gagné le titre le plus loin possible, où ils étaient 6e de la conférence Ouest. Donc tu démarres gentiment à Utah, 2-3 petites légendes, ça dégage. 45 points dès le game 1, et pour les finir, il y a du 40 points, 8 rebonds et 3 passes. Tu joues justement tes copains les Suns, là, avec le
Le Kiss of Death. De Mario Ellie, c'est ça? Ouais. C'est chez vous? Ouais. Et c'est un game quoi ça du coup? C'est un game 7? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Kiss of Death? Non, mais ah oui, la série est en 7. Oui, tout à fait. Mario Ellie, vous terminez en 7? Faudra que je vérifie ça. Non, mais attends, tu confonds le Kiss of Death, c'est en quelle année ça? Bah, j'ai l'impression que c'est quand ils sont en... Je vais checker tout de suite. J'ai l'impression qu'ils sont en... C'est quand ils sont à l'extérieur, justement. Kiss of Death. Je vais checker ça tout de suite. C'est aussi l'utilité de... On fait les trucs en live. Hein. Mais c'est très très bien aussi. Kiss of Death. En 95. Le 20 mai C'est moi qui 95. confonds, en fait. De quoi? Non, mais moi, Non, mais attends, il y a de la belle série aussi sur le round de Hakim Olajuwon dont tu parlais en 94. Ouais. Mais c'est vrai qu'en 95, il y a ce fameux Kiss of Death que vous pouvez aller checker de Mario Ellie, où en effet c'est un shoot d'assassin pour terminer les Suns chez eux. Les Rockets, 6e de la conférence Ouest, doivent démarrer chaque round à l'extérieur. Donc tu démarres à Utah à l'extérieur, tu démarres à Phoenix à l'extérieur. On parle souvent du shoot de Mario Ellie, mais sur ce match-là, Hakim, gentiment, quand il les termine, il y a juste quoi? Il y a juste 29 points, 11 rebonds et 4 passes. Il est énorme. Ah, les 2 années... Vous jouez 2 fois les Suns. Les Rockets les font en 7, surtout, c'est pour ça que c'est je ça, confondais. ouais. Parce qu'en 94, j'étais sûr que c'était en 7. Mais C'est c'est ça. en 7 aussi en Et 95. c'est en 7 aussi, donc pas de chance, t'es tombé 2 fois sur Hakim Olajuwon en 7. C'est ce qui fait que parfois des palmarès changent. Je mettais 95 parce qu'il y a cette montée en température de aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui démarre chaque série à l'extérieur. Tu penses Barclay? Et puis là, je sais pas, imaginez, je vais sortir un exemple tout simple, Alex. Tu penses Barclay? Imagine, ouais. 93, il tombe sur Michael Jordan Ah bah en oui, finale. mais mon 94 et 95, il perd en 7 contre Eh oui, mais tu sais, demande à Arden. Hein. Il est tombé sur 2-3 mecs aussi. Imagine, Alex, là on a, je dis n'importe quoi. Nikola Jokic qui est élu MVP. Ou pas MVP, parce qu'il n'est pas MVP en 95. Non mais imaginons, tu vois, non mais imagine t'as Nikola Jokic qui est élu MVP là, et t'as Embiid qui se ramène et qui lui fait la sauce bolognaise Ouais, c'est ça. pendant tout un tour de playoff. Il dit genre, en fait c'est moi le patron. Du coup, ce sera en finale. Tout à fait, ce sera en finale NBA puisque voilà. Mais imagine on voit ça. Imagine, on a Sixers Nuggets en finale. Imagine un Sixers Nuggets en finale. Avec Jokic qui est avec le trophée. Jokic a été MVP et Embiid Embiid met la sauce. Ah, Imaginez comment on réagirait. C'est all time. La sauce que prend David Robinson face à l'amiral, face à Hakim Olajuwon, le patron de tous les pivots, est phénoménal. Et derrière, j'ai envie de dire point d'exclamation. Alors oui, Orlando n'est pas à la hauteur. Ils se prennent 4-0 et c'est un Game 1 qui est trop dur. Nick The Brick Anderson et qu'on a raconté 600 fois. N'hésitez pas à aller checker comme d'hab la TBNL sur Penny et sur Orlando. Mais tu sais, je me refaisais la campagne d'Hakim, je me dis putain, le mec il démarre chaque tour à l'extérieur. Non, mais bien Il sûr, met c'est le ça. MVP dans sa poche. Un Game 7 à l'extérieur, il le domine. Trop fort. Et statistiquement, il est encore meilleur que 94, donc c'était tout le débat. Dites-moi si vous préférez 94 Hakim ou 95 Hakim, mais alors les deux, ça fait peut-être qu'il est dans le top 15 des meilleurs joueurs de tous les temps. On va pas enchaîner? On va en 7. Oh, on va en 7. Ah, j'adore ces légendes. Purée. Là, on est vraiment au... Tu sais, c'est le caviar ultime, quoi. On est... La pulpe. Place numéro 7 du Top 10 All Time. Ok. Ah tiens, oh, c'est marrant. Alors ça va être énorme. Alex a mis en numéro 7 Yanis 2021 et j'ai mis Kawhi Leonard 2019. Ding 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 ding. Ce son, c'est une entrée. Ah bah 2 entrées même. Parce que Tout à fait. c'est pas la même, je veux dire. Mais qui te dit que j'ai Yanis? Ah bah qui te dit que j'ai Kawhi. Où ça rentre, Yanis. Ah oui. Bien sûr. Je savais pas facile à classer, Ah non, non. compliqué à classer, hein, comme on dit dans le jargon. Parce que c'est vrai que quand tu vois les autres campagnes autour, de toute façon tout ça c'est très très comment dire très serré. Après, donc ça rentre devant Magic, devant Bird, devant Hakim. J'ai sorti Wade. Au calme, Il Yanis. y a Hein. des gens qui deviennent fous. What? Mais n'empêche que bordel de merde. C'est un délire cette campagne de playoff de Giannis Antetokounmpo, mine de rien. Donc ça rentre direct en 7 là chez moi. Pour tout dire, j'ai hésité à le mettre plus haut. Ah bah ça, tu peux. J'ai hésité, après il fallait faire des choix aussi à un moment donné. Donc évidemment, le côté, bon, statistiquement, 30 points, quasiment 13 rebonds, 5 passes décisives. C'est une campagne de taré. Il joue 21 matchs sur les 23 des Bucks. Il y en a 2 qui jouent pas contre les Hawks, les 2 derniers de la finale de conf parce qu'il s'est fait mal au genou. Voilà. Il s'est fait mal au genou justement, parlons-en.
il a mal au genou, il revient en finale contre les Suns, qui sont à ce moment-là clairement l'équipe qui pratique le meilleur basket de tous les playoffs depuis le début. On pourra reparler du parcours des Suns et tout, les blessures qu'il y avait en face d'eux, c'est un fait, mais c'est un fait aussi de dire que les Suns pratiquaient un basketball magnifique. Et Giannis va pondre des finales absolument incroyables après avoir été très bon au premier tour contre le Heat, mais en difficulté. Les Bucks ont défoncé le Heat. Giannis, c'est une défense qui le fait chier, qui l'oblige à shooter un peu plus de loin. Du coup, ça se voit dans ses stats au scoring. Il y a aussi le côté, le premier match était serré, puis après il y a eu des blowouts. Donc il y a des matchs où Giannis, vous irez voir, il joue à peine 30 minutes. Donc forcément, il met un peu moins de points, donc ça diminue un peu le truc. Mais bon, il shoot un peu moins bien. Il est largement en dessous des 50% au tir, alors que d'habitude, Giannis, c'est plutôt un joueur au-dessus des 50%. Le Heat est compliqué à jouer, même quand ils prennent des branlées. Le Heat reste une équipe compliquée à jouer. Au deuxième tour, ligne de stats absolument phénoménale en 7 contre les Nets. Alors les Nets, c'est clair qu'il y avait des blessures et tout, on pourra en reparler. Les Hawks, j'ai pas grand chose à dire de spécial sur cette finale de conférence. Quand il a été sur le terrain, il a fait ce qu'il fallait, Giannis. Je pense qu'on peut dire qu'il a quand même bien dominé les Hawks. Après, il rate 2 matchs. Jrue Holiday et Middleton ont quand même archi bien fini le boulot. Et c'est aussi pour ça que je vais le laisser en 7, Giannis, et que je reverrai peut-être mon jugement en 2027 ou 2026 quand on refera une update de ce genre de top 10, parce que des campagnes de playoffs, c'est quelque chose que tu peux updater assez régulièrement finalement. La semaine prochaine, je l'update. Hein. Non, mais tu vois, c'est assez intéressant. Bien sûr. C'est aussi pour ça, c'est parce que quand tu vois le niveau de jeu, notamment de Jrue Holiday en finale NBA par exemple, comment il a, quand même, on va pas se mentir, vraiment fait mal à Chris Paul. Voire parfois à Booker, mais beaucoup à Chris Paul. Et que du coup, tu prends conscience aussi de la puissance de cette équipe Bucks qu'elle a pris, qu'elle a monté en puissance dans le sillage de Giannis, évidemment. C'est pour ça qu'il est dans ce top 10, c'est pour ça qu'il rentre, et c'est pour ça qu'il dégage de mon top 10 et probablement de ton top 10 des légendes. Mais du coup, je le mets pas plus haut parce que je trouve que il y a eu une montée en puissance. Je trouve que son premier tour est très fort. Mais du coup, peut-être que c'est à cause de l'opposition du Heat qui n'était pas assez bonne et tout, mais je trouve que c'est vraiment les Bucks qui ont éclaté le Heat. Ça, c'est vrai. Contre les Nets. Comment ? Ça, c'est vrai. Les Nets, il y a Giannis qui fait une grande série, mais c'est vrai qu'on a des Nets où ça se joue à une pointure. Enfin, ça se trouve, à une pointure de Kevin Durant près, on ne serait pas en train de parler de cette campagne de playoff. Mais on l'est. C'est qu'à un bout d'arceau près, on peut changer l'histoire. Hein. Voilà. Et après, le côté là, j'ai fait le côté négatif exprès pour énerver mes amis, les fans des Bucks. Le côté positif et pourquoi il rentre dans ce top 10, après on peut discuter de la place, mais c'est parce que il fait des finales historiques déjà. D'ailleurs, le classement des finales, on l'a fait ça ? Les séries de finales ? Non, faudra qu'on le fasse. On l'a fait ça, hein ? Je crois pas. Ça peut être intéressant ça aussi. Hein ? Juste des séries de finales, pas les matchs, hein, des séries. Et il y a effectivement un autre top 10 qu'il faudra peut-être qu'on fasse. Il y a un des plus grands matchs de tous les temps pour clôturer une série de finales. Donc forcément, tout ça mis bout à bout, ça rentre dans mon top 10. C'est en place numéro 7. Et bien évidemment, argument pourquoi aussi il rentre dans mon top 10, quand même réussi à battre les Suns. Ah ça, et ça, battre les Suns, c'est une entrée tout de suite. C'est compliqué. C'est une entrée tout de suite. C'est une entrée automatique. C'est une entrée automatique. Voilà. C'est question de savoir. Donc toi, t'as mis Kawhi 2019. D'où le débat maintenant, et je vous propose d'y participer et d'y réfléchir. Est-ce que vous considérez que la campagne de Giannis est plus forte que la campagne de Kawhi, ou est-ce que vous considérez que la campagne de Kawhi est plus forte que celle de Giannis ? C'est un vrai débat, ça. Il y en a qui adorent la campagne de Kawhi Leonard, et je la trouve fabuleuse. On va en reparler sur le podium d'Alex. Je m'occupe juste rapidement de poser les bases. Kawhi est absolument énorme, c'est sa saison de passage par Toronto. Hein. On discutait la dernière fois de savoir si son maillot sera retiré chez Raptors. Ce qui est sûr et certain, c'est que Kawhi est fabuleux. Kawhi est jordanesque. Les statistiques sont fabuleuses. Au scoring, à la passe, au rebond, en défense, les pourcentages au shoot. Tout est incroyable. C'est pique Kawhi Leonard. En attendant de voir ce qui va se passer de retour avec nos amis les Clippers, on a sur le dossier un moment iconique parmi les moments les plus iconiques, le shoot face aux Sixers, avec au-delà du shoot, parce qu'on souvent on focalise sur le shoot, une série contre Philadelphie. Je pense qu'il peut même pas retourner à Philly normalement. C'est un scandale, c'est du pénal ce qu'a fait Kawhi Leonard. À Philly, c'est n'importe quoi, parce que ça démarre avec 40 points et ça finit la série avec 40 points, avec du rebond sur l'arceau. 35-10-4 à 53%. C'est incroyable. Son niveau de jeu est sublime.
Le premier tour, je laisse de côté et tu joues Orlando. En gros, il n'y avait pas de premier tour. Désolé, fans du Magic, c'est gratuit. T'es allé en finale de conférence ensuite pour être mené 2-0 face aux Bucks. Tu reviens. Il est un peu blessé, Kawhi. Donc il revient aussi dans cette série. Alors qu'on avait des incertitudes sur sa santé. Il va se serrer les dents, il va faire le taf. 30 points par match. 30 points par match, rien à dire. Sur la défense des Bucks, à l'époque, c'était une saloperie quand même. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher, et c'est ce qui fait que je peux pas mettre Kawhi plus haut, d'avoir encore ce petit regret de ne pas avoir eu les Warriors en face. C'est-à-dire que Toronto joue Golden State en finale et que, on en parlait je crois la dernière fois dans je sais plus quel top 10, du fait qu'on pouvait avoir des séries où parfois on a certains souvenirs et donc là on a par exemple en effet blessure de Kevin Durant, blessure de Klay Thompson. Ça n'enlève rien le fait qu'il faut battre ses équipes et donc là à ce moment-là ces équipes elles sont battues. Kawhi est énorme, il est MVP des finales, tu gagnes et tu finis le travail à Golden State, mais je trouve que la campagne est incroyable, mais que le point d'exclamation de Kawhi n'est pas aussi important que les autres garçons de ce top 10. Dans certains cas, tu vois, et évidemment, il y en a où on va pouvoir argumenter, le dernier match n'est pas tout le monde à la hauteur de Giannis. Mais je trouve qu'il a été historique, légendaire face aux Sixers, que Orlando je laisse de côté, que la série contre Golden State, elle est très très bonne, mais ce ne sont pas ces Warriors-là, et donc j'ai un peu de réserve qui fait que je ne peux pas le mettre plus haut. Mais c'est une entrée dans le top 10 all-time, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est une entrée, bien sûr. Bon. On monte d'un cran. Let's go! Attention, ça va criser. LeBron 2012 pour Bibi et Duncan 2003 pour Alex. Ouais. Duncan 2003. Bon, je l'avais en 5, j'étais en train de regarder. Maintenant, je l'ai en 6. Oui, c'est top 10, hein. De toute façon, je pense que tu l'auras toi tout à l'heure en 1. Donc j'en reparlerai plus en détail à ce moment-là. Juste pour dire ici rapidement, plusieurs éléments qui me font le mettre comme ça, vraiment bien placé dans un top 10. La ligne statistique de Duncan, du classique Duncan, quoi, avec 25 points, 53% au tir. Les 3 comptes qui vont bien, les 5 passes d'aise, il doit y avoir 13 ou 14 rebonds par match. Du gros Duncan en 2003, c'est leur deuxième titre, c'est pour clôturer la carrière de David Robinson. Il y a beaucoup de symbolique, ça sort les Lakers de Shaq et Kobe qui soi-disant allaient faire un forever, qui ne feront pas de forever. Après, il n'est pas tout seul, Tim Duncan, comme toujours les équipes championnes, hein. C'est pas pour diminuer du tout sa performance, c'est juste pour dire qu'il était aussi la pièce essentielle d'un collectif absolument incroyable et d'une immense défense notamment. Moi j'ai un petit souci avec les finales, c'est-à-dire que... Tu as un souci avec les finales de Duncan ? Non, mais je veux dire, lui il fait des finales incroyables, je te parle de l'adversaire plutôt, tu vois. Oui. Genre, j'adore Jason Kidd, et je trouve qu'il fait des playoffs incroyables en 2002 et en 2003, et que l'autre, avec Byron Scott au coaching et des raquettes... Avec quoi ? J'ai même pas mis dans mes mentions, mais il est en mention. Hein. Jason Kidd, il a fait des campagnes de playoffs absolument incroyables. Avec des raquettes genre Jason Collins, Todd McCullough, et Kenyon pour Kenyon Martin, ou tu vois, genre. T'as de quoi soupirer très très fort. Là, des Kerry Kittles et des. Comment ils s'appelaient Keith Van Horn. Voilà, c'est ça. Bon. Voilà, donc. Ça pour moi. Entre la qualité de l'effectif Spurs, l'expérience de champion qu'ils avaient déjà de quelques années auparavant, la petite blessure de Dirk quand ils croisent les Mavs, plus le fait que tu joues les Nets en finale, ont fait que quand j'ai dû bricoler un peu et faire glisser quelqu'un de mon top 5, ça a été Tim Duncan 2003 par rapport à 2018, voilà. Voilà. Mais Bastien, on va en reparler d'ici 3 quarts d'heure. D'ici la prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. Donc toi, LeBron 2012. Oui. Dans ton top 10, j'avais peur que tu le sortes. Dis-le. Oh, bitch please. Non, évidemment que LeBron est là. En fait, quelque part, on est, comme on le disait sur ces légendes, où quand je m'apprêtais à faire ce tournage avec toi, je me renseignais sur toutes les grandes campagnes de playoffs de LeBron. On est en droit de remettre du 2016. J'ai hésité à mettre du 2016 en soi dans le lot parce qu'il y a quand même quelques beaux challenges. Hein. Au-delà du 3-1 lead des Warriors, on sait que ce LeBron-là des Cavs est quand même phénoménal. Je vais garder 2012
It's about damn time, la phrase qui sort, notamment en remportant le titre. Pareil, je vais parler de tout le positif. Juste avant ça, le jeune Thunder, bien inexpérimenté en finale NBA. Fort quand même. Hein. Fort. Inexpérimenté, mais fort. Fort. Je veux dire, avec des vrais joueurs forts. Tout à fait. C'est pas les Nets de 2003. Quoi. Ce sont pas les Nets de 2003, mais parmi les adversaires, notamment que LeBron va rencontrer en finale, etc., on sent que c'est là maintenant qu'il doit battre ce Thunder-là et on y va. Et il le fait, il fait le travail. Donc il n'y a pas de problème. LeBron, dès que je pense 2012, j'ai le regard sombre. À Boston. Ah oui, déjà cette série elle est extraordinaire. C'est cette série qui est extraordinaire et c'est ce match-là qui, comme j'en ai déjà parlé dans le Top Time, comment ? Game 5 à Boston, une Game 6. Le 45-15-5 ? Puisque tu finis le travail, je te laisse checker, tu peux checker, parce que tu finis le travail à Miami. Si tu perds ce match, tu es éliminé des playoffs. Et il lâche un 45-15-5 merveilleux, c'est un des plus gros. À Boston. À Boston. Je pense que c'est à Boston puisque c'est le Game 6. Et à ce moment-là, du coup, il y a finition. C'est une série en 6. Oh, c'est une série en 7, je pense, non, qui se termine là. Je te laisse vérifier. Allez, on y va, on vérifie. Allez, on vérifie. Dans tous les cas, aujourd'hui. LeBron, 2012, on a cette série contre Boston qui est épique. Alors, c'est une série en 7, déjà, je dis de la merde, moi. Et donc, normalement, c'est le Game 6. C'est le Game 6, t'as raison. Du 6 mai. Non, ça débordait en juin à l'époque. C'est... Le 7 juin. Le 7 juin, pardon. Nous sommes donc sur cette série de LeBron avec le Heat, dos au mur. Si LeBron perd, il vient de perdre la saison dernière contre les Mavs, il doit cartonner. Juste avant ça, les Knicks de Melo, je les laisse de côté. Les Pacers, c'est sympathique, c'est géré. Et LeBron est ultra dominant. C'est-à-dire qu'on est sur un LeBron en mission, donc toujours autant de polyvalence, point, rebond, passe, défense, précision au tir, à 3 points au lancer, il n'y a rien à faire. C'est peut-être d'ailleurs statistiquement un des meilleurs LeBron sur une campagne pure de playoff, il est phénoménal. Après, le fait est que LeBron, il a les mêmes stats en playoff depuis 20 ans, donc c'est un peu compliqué de sortir quelqu'un du lot. J'hésitais vraiment avec d'autres campagnes, et je veux bien s'il y a des fans du Heat, ou des Cavs, ou des Lakers, ou d'autres franchises qui ont vu la carrière de LeBron, me dire s'il y a des campagnes de playoff qui sont plus impressionnantes, parce que c'est impossible de me retirer cette image du regard à Boston, où vraiment il est trop en mission, et comme je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, c'est pour moi la plus belle perf que j'ai vue en live dans un tel contexte qui était éliminatoire. Rien à redire là-dessus. J'avais quelques petits regrets par rapport à l'adversaire de finale, c'est-à-dire en l'occurrence le Thunder, et les garçons qu'il y a juste avant, donc en l'occurrence les Knicks au premier tour. C'est très bien, mais c'est plus dans la catégorie d'un, comme on a pu parler avec un... Je compare pas les joueurs, Larry Bird 86, c'est-à-dire on attend que tu ailles chercher le titre, tu dois aller chercher le titre, tu y vas, et il a fait ça comme un patron du premier au dernier match. Avec les crampes à OKC, tout ça, il revient, il traîne la jambe, il met des gros 3 points. C'est LeBron gros bandeau, avec le Heat où à ce moment-là c'est absolument injouable, mais il reste dans le top 10 évidemment, t'imagines bien. S'il y en a qui mettent 2016, allez-y. Et 2016, je crois que c'est les finales qu'on retient souvent, mais... Top 5 ? On va rentrer dans le top 5. Chris Cross. Alex met Kawhi 2019 en place numéro 5 et je mets Giannis 2021. Alors, vas-y, je t'en prie, évidemment, complète. Et pourquoi la campagne de Kawhi au-dessus de celle de Giannis ? Parce que je trouve que y a une dimension. Donc Giannis, il y a une dimension historique incroyable. Il avait été critiqué avant. Il y a des échecs. Il se venge du Heat au premier tour. Enfin, les Bucks entiers, mais Giannis était quand même beaucoup pris à partie à l'époque. Il y en a, je me rappelle, bon maintenant évidemment on les entend beaucoup moins, mais qui parlaient de Giannis comme d'un loser. Tout droit. Comme d'un tout droit, comme d'un gars qui pouvait pas être franchise player d'une équipe qui joue le titre et tout, évidemment. Il a eu droit, comme beaucoup d'autres légendes avant lui y ont eu droit. LeBron y a eu droit, même Jordan y a eu droit, Dirk Nowitzki y a eu droit. Plein de mecs comme ça qui ont mis un peu de temps avant de gagner, y ont eu droit. Kawhi n'était pas dans ce cas-là, puisqu'il avait déjà gagné en 2014. Il a été MVP des finales, vous savez ce que j'en pense. Voilà. N'empêche qu'il a déjà fait partie d'une équipe gagnante et tout. Moi, c'est pour ça aussi que je mets Kawhi haut, parce qu'il y a un côté, genre, le mec arrive, il se fait load manager pendant la saison un peu, je sais pas combien de matchs il joue en régulière, mais tu sais, il se fait load manager. Bien 25, ça sort de la blessure, ça sort d'une situation bien pourrave avec les Spurs et tout, machin, et donc il se fait... tu sens que Toronto
que les Raptors lui mettent un peu un blanc-seing, un pont d'or, genre ok, tu veux pas jouer ce match, ah d'accord, pas de problème. Tu sens le côté un peu diva de Kawhi qui d'ailleurs va lui coûter après par la suite aux Clippers et tout, on a eu vent d'histoires quand même pas très classe et tout. Mais en attendant, c'est aussi ça que je trouve assez extraordinaire dans cette campagne de playoff de Kawhi, c'est que de day one de la campagne de playoff, c'est pas pareil les Raptors. Il y a un côté one shot incroyable de j'arrive et oui, vous avez déjà des bons joueurs, d'expérience, des mecs sympas et tout, mais soyons francs, aucune chance d'aller gagner le titre sans Kawhi Leonard. Et lui, non seulement il fait une campagne individuelle de playoff absolument phénoménale du début à la fin, plus de 30 points, 9 rebonds, des interceptions, des passes d'ess, des tirs clutch, ça en a parlé, il y a évidemment le shoot de Kawhi, mais même le nombre de money time, que ce soit dans la série contre Philadelphie, dans la série contre Milwaukee, ils sont quand même menés 2-0, Kawhi non seulement il joue les premiers remparts face à Giannis, mais en plus il est crucifié de l'autre côté du terrain, dès qu'ils sont dans la merde, tout le monde s'écarte, Kawhi vas-y. Tu vois, il est incroyable. Je trouve sa campagne de playoff en côté one-shot incroyable et il restera à jamais le mec qui a débarqué et bim, il y a une bannière au plafond. Donc c'est la campagne de playoff dans le contexte de cette saison-là, c'est ça? En fait, c'est que je comprenne bien comment en une campagne de playoff, Kawhi Leonard a fait de Toronto une franchise qui fait partie du club des franchises titrées, quoi. C'est complètement fou. Et donc oui, je suis d'accord, je peux pas le mettre plus haut parce que j'aurais dans l'absolu ses performances jusqu'au final, ses performances sont tellement dingues que s'il avait fait des finales vraiment dans la continuité, parce que non seulement il n'y a pas les Warriors à 100% du tout, hein, entre KD qui se fait le mollet vraiment au match, qui joue à peine de la finale, et Klay Thompson qui se fume le genou alors que ça sentait le Game 7 quand même fort cette affaire. Après ils étaient à la maison et tout, Kawhi en Game 7, ils auraient peut-être gagné en Game 7, j'en sais rien. Mais même, pourcentage au tir plus bas, la défense, c'est Fred VanVleet la défense, exactement, c'est la naissance il y a Fred de VV, VanVleet qui lui sauve les miches entre guillemets, en tout cas qui fait des... Voilà, donc je le rentre dans mon top 5, ça rentre évidemment dans mon top 10, mais je trouve qu'il y a un côté mythique et il y a un côté ovni en fait de cette campagne de playoff de genre j'arrive, je suis Kawhi Leonard, je parle à personne, je veux être load manager, il y a un côté diva silencieuse mais genre qui assure tellement sur le terrain que c'est dingue quoi. À l'époque on se disait même à la sortie de ces playoffs, on se dit putain le mec ça a l'air d'être une diva de ouf mais bon il fait que de gagner. Depuis ça a un peu changé parce que il a fait la diva mais sans quand tu gagner, gagnes pas, et puis il traîne à l'infirmerie, du coup il subit des critiques et des critiques justifiées. Sauf que là, sur cette campagne 2019, putain, c'est hallucinant. Je sais pas en fait si on reverra vraiment. En tout cas, de mon souvenir, j'ai pas vraiment de souvenir de mecs qui ont fait ça dans le passé. De ce qu'a fait Kawhi ? Ouais, sans construction. Sans construction. Oui, dans ce tu sens-là. Débarques et bim, ça gagne. Oui, bien sûr. Bim, ça gagne. Non, c'est ça que je veux dire. Oui, je voudrais que tu parlais de la campagne de playoff individuelle de Kawhi. Celle-là, on peut la revoir. La campagne, on peut tout à fait la revoir, même si elle fait partie du haut du panier. Hein. Il y a le tir clutch de malade, il y a des pourcentages de tuerie, il y a des deuxièmes mi-temps où il prend un usage rate de taré, c'est cartes quoi. Vas-y, Marc Gasol et Serge Ibaka, s'il vous plaît, allez faire des écrans à Kawhi quoi. Et tu vois, genre, il y a vraiment un truc où il a porté mentalement et techniquement l'attaque des Raptors, là où les Raptors avaient buté sur les Browns, mais avaient aussi un peu buté sur eux-mêmes, tu sais, avec des joueurs comme Kyle Lowry ou DeRozan n'est pas là en 2019, mais qui avait la réputation de se déliter un peu en play-off. Tu vois, là où Kawhi, lui, il est arrivé, il fait non, les gars, regardez, c'est comme ça qu'on fait, j'ai appris avec Tim Duncan. Avec Tim et Hip-Hop. Tu vois, genre, ils m'ont dit, c'est comme ça. Bref, donc voilà, top 5 pour moi. Donc toi tu mets Giannis, oui, mais ça tient la route. Hein. C'est pour ça que encore une fois je renvoie le débat, à celles et ceux qui débarquent peut-être sur la vidéo. Campagne de Giannis, campagne de Kawhi, ouais c'est un petit peu ça. Kawhi 2019 ou Giannis 2021, laquelle des deux est la plus grande campagne de playoff ? Je vais être très honnête, Giannis était même encore plus haut et puis je me suis calmé en arrivant. Et on essaye d'avoir du recul, ce qui n'est pas facile. C'est pas facile parce que c'était il y a un an. Parce que c'était là. Mais même en essayant d'avoir beaucoup de recul... Même en essayant d'avoir du recul, ce qu'a fait. C'est pareil de Kawhi en 2020. Bien sûr. En 2020, juste après Kawhi, on était là genre
Bien sûr, bien sûr. Mais juste par rapport à Giannis, comme tu disais, Miami était la bête noire qui s'était foutu de ta gueule comme jamais dans la bulle et tu les as défoncés. Et t'as même dit face caméra, on m'a toujours appris à pas jouer avec la nourriture, donc je joue pas avec la nourriture. Ouais. Donc déjà c'est fait, c'est réglé dès le premier tour. J'ai vu ça, j'ai fait putain les gars, préparez-vous. La demi-finale, on la balaye un peu trop parce qu'on dit. En effet, comme on l'a dit là, parce qu'il y a du Kyrie qui est blessé, parce que Harden est sur une jambe, etc. C'est pas les Nets au complet. Hein. Tout à fait, comme on l'a dit là pour Kawhi face aux Warriors, tout à fait. Bien sûr. Mais on balaye trop comme ça. Ça se finit en 7 à Brooklyn. Giannis, il nous lâche un match à 40 points, 13 rebonds et 5 passes pour finir les Nets là-bas, pour mettre des gros shoots, pour se faire huer tout au long des playoffs sur les lancers francs. Tout le monde ne parle que de ça. Giannis, 1, 2, 3, 4, on est tous là à essayer de voir les lancer. Parfois ça galère, mais alors souvent, putain ça rentre. Hein. Patron il va sur la ligne et il y va. Tu finis les Nets en 7. Donc à l'extérieur. La finale de conf, pareil, on l'a dit. Moi, fan des Hawks, je les laisse de côté. Il se tord la jambe. Ça arrive. Tu loupes donc 2 matchs, c'est ça. Mais on le 5 et le 6. Ouais. C'est ça. Mais nous, quand on a suivi la suite, là, on s'est dit genre, mais on sait pas pour les finales. Non, Giannis, est-ce qu'il va rejouer? Parce que là, excusez-moi, on a vu le replay, là, on parle quand même d'une hyper extension du genou, un truc genre. Ça a l'air, mais vénère. Patron, je serre les dents. Match à 42 points, 12 rebonds, 4 passes. 41 points, 13 rebonds, 6 passes. Le finish à 50 points et 14 rebonds. Donc tu es sur des finales absolument stratosphériques. Vous voulez du moment iconique? Il y a un des contres les plus incroyables de l'histoire des finales NBA sur DeAndre Ayton. Mais pour moi, ça sera plus dans le classement des séries de finales qui va être ultra haut. Et that's fine. Mais je trouve que souvent, on oublie ce qui s'est passé face aux Nets. On oublie ce qui s'est passé face aux Heat. Yanis, à ce moment-là, il arrive et il dit, les gars, le super-héros au-dessus de tous, c'est moi. Vous m'avez mis KD sur la route. Il était certes pas accompagné, mais vous m'avez mis KD sur la route. Je me suis pas fait carry par Chris Middleton et Jrue Holiday. J'ai mis 40 points à l'extérieur. J'ai défendu quand il fallait sur certains gars. Alors oui, il y avait tout ce débat de est-ce que Giannis peut être sur KD sur Giannis, etc. Mais Giannis l'expliquait aussi très bien. Et c'est ça que je trouvais fort dans cette campagne qui a été un déclic, c'est qu'il a fait, moi je sais quel est mon rôle. Et si parfois on a tendance à dire match-up, 1-1, le taf qu'il a fait défensivement autour pendant que Jrue Holiday et PJ Tucker devaient rester sur KD, Giannis qui est le plus fort. C'était magnifique. Et ce niveau de leadership là, où on a totalement balayé la blessure au genou de Giannis, où on a dit, on sait pas, putain, je sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires des Bucks, je sais pas ce qu'ils lui ont filé dans la gamelle, je sais pas comment ça s'est passé, les picous ou quoi que ce soit. Les finales qu'il fait, alors que 10 jours avant, il a la jambe en Y, on n'a rien compris. Et on était tous bouche bée, en fait, parce que même là, tu parlais d'être mené 2-0 face aux Bucks pour Kawhi Leonard, bah t'es mené 2-0 face aux Suns, et quand tu te ramènes à Milwaukee, bah on se disait putain Alex quelle couleur la parade quoi. Et lui il a fait non. Et ça c'est des trucs de légende absolue. J'avoue que quand je comparais les deux, j'étais en 70-30 puis 80-20 et après j'ai fait bah la campagne de Giannis c'est en fait limite j'ai peur d'avoir du recul dans quelques années et qu'on refasse le classement et que je sois genre moi je pense qu'il y a un vrai top 10 à faire des séries de finale. Ah bah alors là c'est vrai hein, parce que Giannis ah bah Giannis 2021, tu finis sur un match à 50 points. Faut arrêter, le mec il arrive. Et là tu parlais en effet des équipes. Bon, ils avaient déjà un titre, hein, les Bucks, hein, les années 70, etc. Non, ils en avaient déjà un, mais bon, tout à fait. Oui. Ah, et petit détail évidemment, tout ça 6 mois après avoir dit fuck les gros marchés, je prolonge sur place. Hein. Oui. Ça sur la story globale, dans la continuité. J'aurais dû le mettre plus haut. Puis d'ailleurs, j'aurais dû le moment où on parle, il y a des playoffs qui vont commencer gentiment. Mais voilà. Ceux qui joueront les Bucks, vous savez à quoi vous attendre. J'aurais dû mettre plus haut. Numéro 4 hein. Ouais, tout à fait, complètement. Je suis d'accord. Numéro 4. LeBron 2012 pour Alex. Et là, j'ai mis Duncan 2003 que j'ai reculé un petit peu. Et j'ai donc refait mon top 4. Je l'ai fait un peu reculer aussi, moi. Très bien. Il était en Je l'avais 3e, je crois. 3e. Oui, je l'avais sur mon podium. Donc on a refait un peu notre top 4. Ouais, on réfléchit quoi. On essaye de progresser. Hein. Tout à fait. Alex, juste avant de te laisser démarrer mettre des nuances. Avant de te laisser démarrer là-dessus, ça veut dire aussi pour les gens qui nous regardent que ni toi ni moi n'avons fait rentrer Kawhi et Giannis sur notre podium des meilleures campagnes individuelles de playoff. Non. J'ai 3 clients.
qui là me paraissent quand même assez indélogeables quand même. Right. LeBron, 2012, t'en as bien parlé tout à l'heure, j'ai pas non plus énorme à rajouter, c'est une campagne de playoff à 30 points à 50% au tir avec 10 rebonds et 6 passes. Voilà. Trop pris pour acquis. LeBron James, mais c'est ça le problème en fait de LeBron. C'est que comme beaucoup de grandes stars, d'immenses stars, de superstars, de légendes, appelez ça comme vous voulez, d'icônes et tout, on oublie en fait. Avec le temps, je veux dire, ça a déjà 10 ans au moment où on fait cette vidéo, on oublie, on a vécu tellement de trucs, la NBA, c'est tellement en permanence, on t'abreuve d'images, de perfs, de stats et tout, mais il y a un moment où, quand tu te poses et que tu regardes ce qu'a fait LeBron James à ce moment clé de sa carrière, parce qu'il y a quand même un échec cuisant en 2011. La honte, hein. Un échec honteux, diront certains, en tout cas, un échec cuisant, c'est sûr. Et derrière, il y a la saison 2012. Le hit est monstrueux. LeBron James est MVP de régulière. Alors oui, on attend qu'il gagne, mais du coup, comme il l'a montré à maintes reprises dans sa carrière, il va assumer aussi toute cette pression. Tout au long des playoffs, en fait. Et notamment, évidemment, avec un premier point d'orgue qui, pour moi, est évidemment cette série contre les Celtics où le hit est mené 3-2. Il faut aller à Boston pour éviter de perdre. Et là, il y a le fameux dont tu parlais, le 45-15-5, le regard noir et tout. Enfin bref, c'est un mème le truc depuis 10 ans maintenant. C'est genre, oh là là, attention, LeBron, t'as vu son regard? Et là, boum, on met le même Miami, LeBron comme ça et tout, tu vois, genre. Et là, tu sais que c'est pas bon. Tu sais qu'il faut... tu sais qu'il faut t'écarter. Ah, c'est le bandeau noir, hein. Tu sais qu'il faut t'écarter. Pirate. Clear up the way. Non mais c'est ça, hein. Bien sûr. Donc... point d'orgue là-dessus. Moi, je trouve que les finales contre le Thunder sont évidemment, c'est un Thunder jeune et inexpérimenté, mais c'est un Thunder ultra talentueux, assez profond, avec beaucoup de gros joueurs qu'on faim. Donc, fallait les battre. Bien sûr qu'il fallait les battre. Bien sûr que le hit était favori. LeBron fait des sacrées bonnes finales, avec quand même un client en face. Certes, il est jeune, Kevin Durant, mais enfin, il a déjà 5-6 ans dans la ligue, hein, donc il est jeune, il est encore un peu avec les dents de lait. Mais voilà, il tombe sur le patron. Voilà. Mauvais endroit, mauvais moment. Voilà, c'est ça. Boum, merci, au revoir. Donc ouais, non, cette campagne de LeBron James qui l'amène à son premier titre, qui lui permet It's About Damn Time, et qui lui permet donc de donner un deuxième titre dans l'histoire de Miami, de couronner les Tres Amigos et tout, d'être MVP des finales. Ouais, c'est une immense campagne. Je l'avais sur mon podium, je ne l'ai plus, je l'ai en 4. Très bien. J'ai fait reculer Duncan. Avec le temps, je m'assagis. Bah oui. C'est bien, pour l'update de 2026, il sera hors top 5. Allez, hors top 10. Team 2003, tu en as parlé parfaitement. Je vais rajouter juste 2-3 éléments. Oui, pareil, en effet, New Jersey en face. Bon. On retient souvent le 21 points, 20 rebonds, 10 passes et 8 contres qui lui permettent de terminer la série, puisqu'on venait de parler d'Giannis, là, dans les close-out games aussi, Duncan est pas mal. Pour la démarrer, j'avais oublié que Duncan, le premier match des finales, il fait 32 points, 20 rebonds, 6 passes, 7 contres, 3 interceptions. Bon, alors on en revient à mon c'est histoire l'opening d'adversaire aussi. Hein. Moi, je suis plus impressionné par ce qu'ils ont fait à l'Ouest. Et les statistiques des finales sont énormes. Et ce qu'il fait en finale est historique, mais alors la NBA et David Stern vomissent dans leur capuche parce que c'est les pires audiences de l'histoire de l'humanité. Hein. San Antonio, New Jersey, bon bah... Ah bah les matchs, et quand tu passes les 90 points, t'as gagné. Hein. Ah bah voilà, un Tourcoing contre le Valois, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui regardent cette chaîne et qui viennent de ces coins-là. Mais c'était un peu compliqué niveau audience. Ça n'enlève en rien la performance de Duncan, et, très content que tu le dises, dans la conférence Ouest. N'oublions pas aussi ce qui se passait à l'époque, comme tu disais avec le Forever sur les Lakers, qui avait quand même très très hâte. C'est une des rares fois où on voit... Rest in peace, Kobe en train de pleurer avec Derek Fisher sur le banc parce qu'en fait, Duncan ferme la porte. Non, les gars. Merci. Et en effet, il est très très bien entouré. David Robinson, Malik Rose, tous les garçons qui viennent, Manu qui commence à bien envoyer en sortie de banc, donc formidable. Stephen Jackson, tous les vieux briscards qu'il y a, Steve Kerr et tout, mais. Et John Tony, qui d'ailleurs va être déterminant dans la finale face à Jason Kidd, mais c'est Duncan ce patron-là. Et la série face aux Lakers, elle est choquante, notamment parce que. J'avoue, à titre perso, clubisme, lorsque le titre est remporté en 99, bah, y a ce foutu Phil Jackson qui dit qu'il y a une astérisque dessus. Mais lui, bref, allez. Bah tu sais que quand tu te ramènes 4 ans plus tard et que tu lui dis « Chais !» et que tu lui dis « Bonnes vacances !»
Et en plus, d'ailleurs, on va aller gagner le titre. Il n'y a rien à redire. Et Duncan, il dit, je parle pas beaucoup, mais là, il n'y a rien à redire. Donc, en fait, il s'occupe des Lakers. Dirk est absent au bout du 4e match, si je dis pas de bêtises, pour la série. Il y en a quand même 3 premiers, sur lesquels Duncan domine bien, et sur lesquels les Spurs, après, vont profiter de son absence pour terminer les Mavericks, qui aurait bien aimé avoir un Dirk qui démarrait lui aussi bien comme il faut cette série de playoffs. Mais c'est Prime Duncan. On est MVP de saison régulière, on va aller chercher l'MVP des finales. Défense, attaque, leadership, contre, rebond. Il y a un record de contre sur les finales NBA, puisqu'il a plus de 5 comptes de moyenne, je crois, sur la série. Ken Martin, depuis, voilà. Je pense qu'il est dans la Big 3 League. Hein. Non, mais c'était vraiment très très dur pour Ken Martin, qui a vécu un cauchemar total. Le premier et dernier match de Duncan sont fabuleux. La série face aux Lakers. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez saisissant avec ce Duncan là de l'époque, parce qu'il est encore très 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 mobile, et donc tu peux rien faire, comme le dira le vénérable Ken Martin, qui va expliquer après dans le podcast de Gilbert Arenas comment est-ce qu'il a vécu cette finale. Il a dit tu vois, le truc c'est que moi parfois je jouais contre genre des Kevin Garnett ou des Chris Webber ou des Stoudemire et tout, et j'arrivais, très bon défenseur Ken Martin, il disait j'arrivais à emmener mes attaquants un petit peu là où je voulais, c'est-à-dire pas les mettre forcément dans la zone de confort. Duncan, pendant 2 semaines, il m'a emmené où il voulait. C'est terrible quand même comme aveu. Il disait on va faire ça, je vais le faire, et c'est ce qui se passait. Et je pouvais que m'incliner. Prime Duncan, Prime d'un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps, tu t'inclines. Top 4. Top 4. On rentre sur le podium. Allez. Dirk 2011. Jordan 91. T'as pris 91. En fait, à l'époque t'avais pris 93. Oui, t'avais pris 93. Et tu sais quoi? Merde, hop là. Jordan 93. Le bon troll. Parle-nous de Dunk. À l'époque, je l'avais en 2. Oui, je vais m'expliquer en 2. Qu'est-ce qui se passe là? Il est là, il est dans le podium. Il sort pas du podium, il va être dur à déloger. Plusieurs raisons à ça. La story, on est obligé d'en parler. La story, l'aventure que représente cette épopée des Mavs en 2011 est extraordinaire. Il y a un côté super-héros de Dirk, un côté émotionnel, un côté loser qui devient un winner. Voilà. 27 points, 8 rebonds, 3 passes, très bonne ligne statistique, quand même assez inférieure avec pas mal de lignes statistiques qu'on vient de citer là ces derniers temps, alors par rapport à celles que je vais citer en 2 et en 1 aussi, voilà. Il y a 48% au tir. On parle pas d'un joueur si athlétique que ça, on parle d'un grand joueur, d'un grand leader, qui à chaque fois que son équipe en a eu besoin lors de cette campagne de play-off, a fait « mais il n'y a pas de souci les gars, en fait, je vais scorer, d'accord, regardez, ils m'attendent à 3 points, ce que je vais faire, c'est que je vais feinter Chris Bosh et je vais filer, hop, lay-up main gauche, c'est ça que je vais faire. Le Thunder, ils sont un peu énervants, je vais leur faire un money time d'enfoiré. » Hein? Non mais je vous prépare à 2012. Ils ont pris des money time, le Thunder, en 2011. Puis en 2012, ils ont pris la sauce par LeBron en finale, mais alors en 2011, ils vont pas en finale, mais regardez la série Mavs-Thunder. Pareil, il y a un peu d'anglais, un peu, voilà, des manques d'expérience, alors qu'effectivement, les Mavs de 2011, alors là, pour le coup... De l'XP, tu sais plus quoi faire. Sean Marion, je veux dire... Qu'est-ce qu'il fout là, Stojakovic? Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre, Stojakovic, c'est genre... le 13e homme. Ouais, c'est l'enfant. Ouais. C'est-à-dire, il shoot bien, c'est bien. Non, mais tu vois, voilà. Donc là, il y a beaucoup d'expérience, il y a des role-players incroyables, il y a un excellent coach, Henry Carlisle, il y a toute une construction qui a amené les Mavs ici et que Dirk Nowitzki va complètement bonifier et va rendre absolument historique. Donc c'est sur le podium, Dirk, et puis ça sweep les Lakers. Voilà. Ça, c'est important. Et ça, c'est bon. Ça. Tiens, Phil, retraite. Tiens, tu parlais de Phil Jackson tout à l'heure, bah tiens, Dirk 2011, il l'a mis à la retraite. Allez, tracteur. Allez, c'est parti. Tiens, t'aimes bien le Montana? Bah parfait, impeccable, t'es en vacances. Je crois que t'as un bon petit range dans le Montana, bah tu vas pouvoir traîner tout le mois de mai là-bas. Regarde-moi ces playoffs à la télé, tiens. Regarde-moi ces finales sur grand écran. Hein, puis bien ça. Hein. Ah ouais. Oh la vache. Donc voilà, Dirk 2011, c'est sur mon podium, c'est 3ème. Donc toi tu nous as mis Jordan en 3.
Donc toi, t'as 2 mecs au-dessus de Jordan, toi, dans les campagnes de playoff. Attention, qu'est-ce que c'est que cette formulation de phrase? Le mec, c'est très ce qu'il fait. Donc toi, t'as 2 mecs au-dessus de Jordan, toi. En playoff. Sur une campagne unique de playoff. Ouais, bien sûr. Okay. Ah bah écoute. Non mais attends, oui, 93. Ouais, encore une fois, le débat 93, 91, que prendre. Je discutais, j'avais même été revoir les discussions qu'on avait eues à l'époque, parce que c'est vrai que dans la manière dont Jordan va aller chercher son premier titre, je te laisserai en parler en un, je te laisserai parler de Jordan après, mais c'est vrai que 93, il y a quelque chose qui, à titre perso, me marque un peu plus, et je peux me tromper, mais si je dis pas de bêtises, on est sur évidemment les finales face à vous, hein, qui sont peut-être le prime Jordan de toutes séries confondues, hein, quasi. Disons que quand on va faire un top 10 des séries de finale, c'est possible qu'on parle de Jordan. Faudra peut-être que Yanis laisse sa place. Puisque Jordan est à 40 points de moyenne, qu'il en met absolument à tout le monde. Il y a eu Arbon 6 passes ou l'inverse. Il y a complètement. Il y a du sur les finales en elle seule, il y a 41-8-6. Ouais, il y a du 42 points, 12 rebonds, 9 passes, du 44-9-6, du 55-8-4, du 41-7-7. C'est n'importe quoi. Et souvent, on a tendance à cataloguer 93 sur les finales face à Barclay, les 2 copains qui se retrouvent, finale absolument extraordinaire, et avec des équipes qui gagnent avant tout à l'extérieur pour savoir comment ça se passe. Mais on oublie aussi ce qui se passe face aux Knicks le round d'avant, quand même, où il y a du Jordan qui va en planter 54 si je dis pas de bêtises. Il avait été pas mal chahuté sur le fait qu'il y a eu un match qui était mauvais, où il s'est ramené sur le suivant, il a dit bon bah, moi je m'énerve, ça suffit, j'en mets 54. Pourquoi on énerve ces mecs-là aussi? Pourquoi on énerve ces mecs-là? Atlanta et Cleveland sur les 2 tours précédents, je laisse de côté parce que Cleveland de toute façon c'est la base. Hein. Enfin, ceux qui connaissent le Bronto, bah, c'était Cleveland. Non mais c'est vrai, enfin je veux dire, ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'était la maison. Ils ont des mauvais souvenirs. Ah bah Craig Hello. Ah non mais ils ont des. Il s'appelle Craig Goodbye d'ailleurs depuis. Ils ont des mauvais. Ils l'ont mauvaise. Mais j'ai l'impression que c'est. Il y a une différence, et vous pouvez mettre 91 comme 93, mais il y a une différence entre en effet le Jordan qui déterminé va aller chercher son premier titre et le 93 où en fait bah quoi que tu mettes devant, le mec est beaucoup trop dominant en fait. Et ces finales et cette finale de conférence me reste pas mal en tête. C'est kiff-kiff. Si vous mettez du 91, je peux comprendre totalement. Mais on reparlera de Jordan un peu plus haut dans ce top 10, à voir si Alex en parle maintenant ou s'il en parle après. Alors tu vois, c'est marrant parce qu'à chaque fois, on aura des années différentes. Chaque 2000. Et Alex, chaque 2001. Alors, sacré pépère, hein. À l'époque, toi, t'avais mis ça en 3. Ouais. Moi, je l'avais carrément mis qu'en 4. Moi, c'était pas podium. Hein, ça a monté, hein, depuis. En fait, j'ai réalisé mon erreur. C'est-à-dire qu'en préparant cette update, comme je suis un garçon consciencieux, je suis allé me refaire de la ligne de stats, relire un peu des articles de l'époque et tout, puis me refaire aussi quelques petites vidéos. Ah oh putain. Ah j'ai failli le mettre en 1. Bah oui. J'ai failli le mettre en 1. Mais alors 2001 ou 2000? J'ai mis 2001. Moi, je reste sur 2001, mais attends, 2000, ça marche très bien aussi. Hein. J'ai mis 2001 parce qu'en 2001, le Shakozor est vraiment genre le pilier d'une équipe inarrêtable comme lui, en fait. Il faut qu'Iverson envoie un truc complètement fou au Game 1 des finales pour éviter que les Lakers ne sweepent tous les playoffs quand même. Tous les playoffs quand même. Ouais, ça sweep tout le monde. Et c'est là que les vidéos m'ont pas mal aidé. Et du coup, je suis allé checker pour voir un peu la correspondance, parce que je me suis pas refait les matchs tous en entier. Mais à chaque fois qu'il y a besoin de donner le ton, donc par exemple les matchs 1 des séries, il est fort, hein, il est bien. Hein. Les matchs 1 de toutes les séries, bon, il y a Portland au premier tour, mais ça c'est histoire de rigoler vite fait. Bon, voilà, grosso modo, là j'ai les stats sous les yeux, donc il doit être quelque chose comme 28-17 en travaillant sur Portland. Mais surtout, juste après, il y a les Sacramento Queens, comme il aime bien les appeler, là, le Shaq. Là. Premier match, 44-21. Deuxième match, 43-20. Voilà, alors le ton est donné, hein. Bonne ambiance. Hein. À la maison, clac, clac.
dans des matchs serrés. Hein. C'est les Kings de l'époque, ils rigolent pas du tout. Les Kings de 2001, ça rigole pas du tout. Donc c'est des matchs serrés. Mais c'est des matchs serrés dans lesquels le Shaq donne le ton, mais genre c'est une folie furieuse, quoi, furieuse. Ensuite les Spurs, comment ils sweep les Spurs ça, moi, en finale de conf. On s'est remis en question là. Oh la vache, la violence de ce qu'il a fait. Kobe est très bon, mais Shaq extraordinaire aussi. Et après, bah, y a les finales, c'est-à-dire qu'on oublie tout le temps que quand Iverson faisait son game 1 de malade, bon bah Shaq il est en 44-20, 5 passes. Il y a du petit contre après, non, sur le match d'après, non? Ouais. Il y en a 9. Fait, le match d'après, c'est un quadruple-double quasi. Il y a 28 points, 20 rebonds, 9 passes et 8 contre. Il y a quand même Dikembe, pas Dikembe, si c'est Dikembe. Si, c'est Dikembe, bon 2001, il est encore raisonnable Dikembe. Ah bah il est défenseur de l'année. On dirait son fils. Sur une demi-saison. Ouais, on dirait son fils. Les votants ils venaient de Twitter. Non mais, franchement, on dirait que c'était Sharif O'Neal. Tu vois? Genre, comment ça va? Il est maigrelet le pivot en face. Hein. Putain, c'est Dikembe Mutombo. Non, c'est incroyable. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé des matchs de Shaquille O'Neal, regardez des matchs des Lakers de 2000 ou 2001. C'est complètement fou. Sa domination, les mecs font faute. Ah ouais, il est pas bon lancé, mais en fait, il y a plein d'actions, ils ont même pas le temps de faire faute parce que l'autre, il a beau peser 150 kilos, il est d'une agilité hallucinante. Le prime athlétique du Shaq. Il y a des moments là contre les Spurs, là, il y a Duncan, il y a Robinson. T'es quand même des gens sérieux. Des sacs de course. Mais c'est incroyable. Genre, il prend un rebond offensif. Des sacs de course. Il y a Duncan d'un côté, Robinson de l'autre. Il monte et il dunk. Il en a rien à foutre. Des sacs de course. Et puis il monte haut à cette époque-là. Le Shaq, il est grand et gros et il monte très très haut. Il va chercher des alley-oop. Mais vraiment, il est incroyable. Il est incroyable. C'est impossible de l'empêcher de scorer. C'est impossible. Il gobe du rebond à plus quoi savoir en faire. C'est un bien meilleur passeur que ce que ses stats ou ce que la légende veut bien dire de lui. C'est un bon passeur, le Shaq. Il comprenait bien ce qui se passait autour de lui. Puis il faut dire que les mecs prenaient à 2, à 3, à 4. Enfin voilà. Donc non. Shaq 2001 pour moi, 2000 pour Bastien. On est un peu sur le même acabit. Hein. On est sur un joueur qui a un peu... sur du 30-15, on est sur du 30 points, 15 rebonds, sur la longueur d'une campagne de play-off. De moyenne. Avec 3 contre en général. Plus ou moins. Wow. Je réutilise l'argumentaire de la vidéo d'il y a 4 ans par rapport à Shaq sur un aspect qui m'a toujours marqué. Kobe, fabuleux sur les playoffs 2001. Les Lakers 2000. Allez, on y va. Le Shaq est en mission totale pour aller chercher son premier titre. Il s'est fait pointer du doigt avec ce qui s'est passé face à Hakeem Olajuwon, dont on a parlé un peu plus tôt dans le classement en 95. On va répéter par la suite qu'il préfère faire du rap et des activités extrascolaires à droite à gauche plutôt que de remporter des titres. Chaque 2000, un MVP de saison régulière, mais quand les playoffs démarrent. On va parler à Sacramento, là, à ce moment-là. Toujours formidable de rencontrer ce genre de joueurs. Ce sont des séries en 5-1 à l'époque. Petite frayeur, il la remporte 3-2, la série des Lakers, avec un Shaq qui termine ça gentiment, hein, juste... voyons voir. Ouais, c'est ça, ouais. 32 points et 18 rebonds pour finir juste les Kings, parce que c'est quand même assez important, vu que c'est l'équivalent d'un Game 7, puisque le premier tour se joue en 5. Bon, les Suns, je parle pas de vous, parce qu'en demi... Pas de pivot. Pas de pivot, pas de pivot. Pas de palais. La finale de conf, c'est une série qui est compliquée, parce que c'est cette série face aux Blazers, où en effet, il y a grosse frayeur contre Portland, et il y a du Sabonis, il y a Rashid Wallace qui vient faire chier, il y a Brian Grant, il y a du Dale Davis même je crois qui vient soutenir l'équipe de McDonnell, du Vislar, il y a Pippen qui donne les ordres, enfin c'est... Sabonis il l'emmerde bien le Shaq. Ah mais tout à fait, non mais c'est très très dur. Le problème c'est qu'on est sur Shaq 2000, donc c'est le bug de l'an 2000, il vient d'être MVP de série régulière, et Portland va tenir et va pousser les Lakers à bout. Et quelque part, le run de fin qu'on connaît dans le Game 7, qui est donc le match où les Lakers à 7 minutes de la fin sont menés de 15 points et on ne sait pas si ça va tenir. On a un run avec du Kobe qui est très sérieux. Mais je ne peux pas m'empêcher de mettre cette image, comme j'avais dit, du Shaq qui fait le alley-oop mythique avec Kobe et qui pointe ses doigts vers le ciel, le maillot doré, le baptême du Staples Center, puisque avant on jouait au Forum d'Inglewood. C'est le Shaq qui est déterminé à chaque match à montrer qu'en fait, c'est mon heure là, c'est maintenant, et vous n'allez rien pouvoir faire. Bon bah alors les Pacers. Voilà. Donc là, 38 points et 18 rebonds de moyenne.
je répète pour les gens au fond de la classe, 38 points et 18 rebonds de moyenne sur une série de finale. Pareil, et je suis tout à fait. Il y a du monde. Et je suis ravi de pouvoir parler du Shaq avec toi maintenant, puisque, comme vous le savez, nous sommes sur une saison où nous retrouvons aussi dans la NBA actuelle un pivot dominant qui a tendance à aller au lancer franc. Retournons sur cette fabuleuse série face aux Pacers. Game 2. Le Shaq, premier match, 43 points, 19 rebonds, 4 passes, 3 contre, pour démarrer les Pacers. Deuxième match, 40 points, 24 rebonds, 4 passes, 3 contre. C'est vrai qu'il a tendance à démarrer un peu fort. Je te dis, il laisse pas la chance à l'adversaire d'y croire, en fait. Tu laisses pas, et sur ce Game 2, attention, bouchez-vous les oreilles si vous êtes fan des Sixers. 18 sur 39 au lancer pour le Shaq. Je répète. On pourrait faire 50%. Je répète, le Shaq joue 45 minutes et shoot 40 lancers francs. 18 sur 39 au lancer sur le match. Après, les mecs, ils hackaient dans tous les sens, ils savaient plus quoi faire. Tu ne peux rien faire. Et donc, c'est un podium inévitable. Le Shaq de l'an 2000-2001, c'est un podium inévitable de campagne de playoff parce que tu dois juste dire super cette saison régulière, rendez-vous en octobre, parce qu'en fait tu ne peux rien faire. Attends, combien j'ai d'intérieur? J'en ai 4, ok, donc j'ai 24 fautes. C'est ça. C'est pas mal. On va prendre un 5e homme, comme ça on va gagner 2-3 minutes. Il y a évidemment du 36 points, 21 rebonds, parce que je vous avais dit 43-19 puis 40-24. Pour se calmer, il fait 33 points, 13 rebonds. 36 points, 21 rebonds pour continuer. Il y a Kobe qui est fort aussi face aux Pacers, c'est notamment un des événements du début de carrière de Kobe où il fait ce gros match en prolongation pendant que Shaq a 6 fautes. Et on a, pour terminer, 41 points et 12 rebonds pour terminer cette saison du Shaq, qui est donc numéro 2 de ce top 10 all-time. On termine avec le numéro 1. On n'a pas changé de numéro 1. Non. Jordan 1991 pour Alex. Dirk 2011. C'est des belles années, les années en 1. Pas mal. 2001. Yanis 2021. Ouais. 91, 2001, 2011, 2021. Pas mal. Petit Larry Bird en 81. Petit Willis Reed en 71. 70. 71. 71, c'est Kareem Abdul-Jabbar. Correct. 61, ça doit être les Celtics, si je ne m'abuse. Bravo Luka Doncic pour 2031. Ouais. Je t'en prie. Jordan numéro 1. Écoute, il est pas mauvais ce petit joueur de basket. Écoute, franchement, Michael Jordan, je sais pas si vous connaissez, mais. C'est que pour un patron de franchise alcoolique. Ouais, franchement, pour un joueur de poker, il bricole. Il bricole. Non, franchement, je trouve, à titre perso, que en fait, avec le recul, parce que pour le coup, on commence à en avoir sur la carrière de Jordan, on parle quand même là d'une finale qui a 30 ans. Enfin, d'une série de playoffs, d'une campagne, les finales et tout. Je trouve que c'est finalement peut-être la plus incroyable de toutes, dans le sens où il y a le côté de Jordan qui met fin au doute, qui commençait à poindre. 88, 89, 90, est-ce qu'il peut battre les Pistons, c'est là pas battu les Celtics, blablabla. Bon. Déjà, il y a le côté genre, non. Ça, je trouve ça bien. Ensuite, il y a le parcours de ces Bulls dans le sillage de Jordan. Les Bulls sont déjà bons en 91, bien sûr. Autour de Jordan, il y a des bons joueurs. Il y a du Horace Grant jeune, du Pippen jeune qui commence un peu à avoir les dents qui poussent. Mais enfin, c'est vraiment très Jordan le jeu. Au moins en attaque. Parce qu'ils ont déjà une très bonne défense. Et en fait, c'est là aussi où Jordan est incroyable, c'est que c'est une campagne de play-off en 31 points, 6 rebonds, 8 passes. 2,5 interceptions, 1 contre ennemi. Ah, mais c'est que scorer, Alex. N'importe quoi. Comment ? C'est que scorer, Alex. Ouais, voilà. 53% au tir, 38% à 3 points. Bon, il n'en prend pas des volumes. Il n'en prend pas des gros volumes. Et il y a, premier tour, les Knicks, bon, Pat Ewing, tout ça, 91, sweep. Merci, au revoir. Ah ouais, non. Les Sixers de Barclay, voilà, 4-1. Il les a défoncés. 34 points de moyenne avec 9 rebonds et 8 passes. Je répète, 34 points de moyenne avec 9 rebonds et 8 passes sur la série face aux Sixers. Pas de défense en 0. Ouais, c'est du quasi triple-double sur la série. Ça commence à piquer. Ensuite, en finale de conf, histoire de faire les choses bien, il y a les Pistons. Voilà, 4-0. 4-0, donc là, il a des pourcentages au tir un petit peu moins bons que d'habitude, mais enfin, il tourne quand même à 30 points. Il y a quand même 5 rebonds, il y a quand même 7 passes, puis il y a 2 comptes, il y a 2 interceptions. Enfin, avec des roadman sur lui, des coups dans tous les sens, des équipes qui peuvent pas se blairer. Donc là, c'est tout le côté alpha de Michael Jordan qui ressort complètement. J'abandonne.
ça sert pas à la main. Enfin, il les a, voilà. Il a fait baisser la tête aux Bad Boys, qui lui avaient mené la vie très très dure pendant les 2-3 années précédentes. C'est un fait, mais là, je trouve que 91, il y a vraiment une campagne incroyable qui se finit par les Lakers. Alors, en 89, les Bad Boys avaient déjà mis un premier coup de semonce à la fin du Showtime, hein, attention. Hein. Mais c'est vrai que c'est Jordan qui met vraiment le couvercle, quoi. Il arrive et non, allez, c'est fini, tiens, Magic, on va t'envoyer Scottie Pippen, et puis moi, de l'autre côté, je vais faire 11 passes décisives par match sur la série de finale. Pardon ? Ouais, il fait 11 passes décisives par match sur la série de finale. Mais il score pas du coup, si ? Si, il score bien, il score plutôt 31 points. Ah d'accord. Avec 7 rebonds. Ah oui, ça passe. Et 3 interceptions. C'est un taré. Hein. C'est un grand malade. Donc du coup, il y a... En fait, c'est pour ça que je le mets en 1. Putain. Parce que il y a... Toutes les séries sont bonnes. Il y a des très très gros adversaires. Quand je dis les séries sont bonnes, elles sont exceptionnelles. Je veux dire, il y a plus de 30 points par match tout le temps. Il y a de la défense comme il sait faire. Il y a beaucoup de création. Il a beaucoup la balle en main. Il mène le jeu. Il tient l'équipe et tout. C'est pour ça que je mets devant 92 ou 93. Parce que 92, on n'en parle même pas là. Mais putain, 92, la campagne de playoff de Michael Jordan, c'est une dinguerie. Mais 91 a beaucoup fait grandir Pippen et Horace Grant, qui je trouve vont être beaucoup plus forts en 92 et en 93. En 91, je trouve qu'ils sont déjà forts. Attention, c'est des très bons joueurs de basket, c'est pas ce que je dis. Hein. Juste ce que je dis, c'est qu'en 91, il y a vraiment un côté bonjour, je suis Michael Jordan et genre personne ne va pouvoir faire quoi que ce soit. Mais c'est parti, hein. Voilà. Parce que c'est pas la première. Enfin, justement, c'est la première d'ailleurs. Début de série, c'est la première. C'est la première. Début de série très très sérieux, c'est le début d'un premier three-peat. Donc voilà, je le mets en 1, je trouve que... Bah oui. C'est un des arguments principaux pour lequel Jordan peut être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, c'est que il a à son actif des campagnes de play-off, mais... il n'y a pas que ça dans le basket, mais quand même, ça compte. Hein. Hallucinante. Je suis d'accord. Et 91, putain de merde. Donc ouais, je l'avais en 1 il y a 4 ans. Je l'ai toujours en 1 et honnêtement, j'aime bien Giannis, j'aime bien Kawhi, j'aime bien Ja Morant, j'aime bien Devin Booker. Ouais. Hein, j'aime bien Trae Young. J'aime bien Luka Doncic. Je les trouve super. Jason Tatum, tout ça, c'est des bons joueurs. C'est des super joueurs, c'est des stars, voire des superstars. Putain, accrochez-vous les gars. Parce que pour faire ce qu'a fait Jordan en 91... Comment dire ? Choisissez votre année, mais si vous n'avez pas de Jordan sur votre podium, il y a c'est compliqué. C'est du hating. Ouais. Parce que là, c'est les chiffres. Incroyable, ouais. 91, donc 13. toi, t'as gardé Dirk. Allez, j'ai gardé Dirk sur un coup de cœur, sur un coup de vécu, sur un coup de jeunesse, sur un coup de j'ai 20 ans et je vois Dirk Nowitzki 2011. J'ai pas réussi à le bouger de place. Purée, quel parcours. Du coup, je me suis refait aussi notre top 10 et il est vrai que, oui, numériquement, c'est pas la ligne de statistiques la plus dingue, c'est même une des plus faibles du top 10, celle de Dirk. 27 points, 8 rebonds, etc. Mais si ça se jouait qu'au stade, ça se saurait quand même. Et Rudiger serait Hall of Fame. No disrespect, c'est une balle perdue, mais quand même. Combien de fois est-ce qu'on aura reparlé de Dirk qui avait quand même un peu le couteau sous la gorge, hein. Je rappelle qu'en 2010, Dirk Nowitzki, c'est T-Mac avec des cheveux longs. Et 10 cm. Ouais, voilà. Mais en gros, en termes de carrière. Ouais. C'est un MVP de saison régulière, mais alors bonjour, c'est Hatchok face aux Warriors. Et puis allez, mettez-lui Carlisle et puis Jason Kidd. C'est quoi ce transfert à la con ? Ils vont se faire sortir en demi par les Lakers. No. Tu joues Portland au premier tour, petite frayeur. On se pose des questions. Le fameux match de Brennan Roy. Tu termines le travail bien comme il faut. Demi-finale, Dirk commence à monter en température. Kobe en vacances. Andrew Bynum dans JJ Barea en vacances. Phil Jackson à la retraite. Il n'y a même pas de discussion. Les Lakers sont envoyés clairement sur lastminute.com et il n'y a même pas à discuter avec Dirk à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voit le mec commencer à préchauffer, on dit attention, ça va piquer un petit peu. Il est énervé. Il est Hartung très très fort. Ouais. Finale de conférence face au Thunder. Alex en a bien parlé. Dois-je revenir sur les détails de ce match à 48 points, à 12 sur 15 au tir et 24 sur 24 au lancer franc? Il y a beaucoup de lancers. Ouais, mais tu sais, c'est un peu... tu crois, pour ouais, c'est triché, ouais. Parce que Jordan, d'ailleurs, il a eu 0 lancé sur la finale de... Non, mais Jordan n'avait pas de lancer, c'est bien connu. Il n'y avait pas de lancer en 91, d'ailleurs, je crois, au basket.
Ah, Jordan, je peux vous sortir. Tiens, vas-y, va aller chercher. Du Dirk à 48 points, du Dirk à 40 points, mais surtout, pour ceux qui ont connu ces Mavs, faites-moi plaisir, regardons-nous dans la caméra. Ce sont les Mavs des comebacks. Ce sont les Mavs qui, à chaque fois, sont menés au score avec ces Briscard, avec les Jason Terry, avec les Jason Kidd, avec les Brian Cardinal et ne sais-je, des Ika Sayan Maenmi, évidemment, Tyson Chandler et compagnie. Les Mavs sont menés à chaque fois à qui on fait l'appel, le grand Talman, qui porte le numéro 41. La balle au poste, tu ne vas rien faire. Nick Collison, Serge Ibaka, ta tante, ton grand-père, ton oncle, tout le monde y passe. Et sur la série, il est énorme. Sur la conférence Ouest, du coup, il est déjà monumental, puisqu'on est donc sur un Dirk Nowitzki qui, j'ai envie de dire, est un semblant de ce que Curry a pu foutre en saison régulière en 2016. C'est-à-dire que tu es sur un hit check de playoff, oui. Puisque tu es à 46% à 3 points. Hein il loupe un lancer tous les trimestres. Et ses shoots ne font que ficelle. Donc là, on a accès au final NBA. Dirk n'est pas favori. Hein. Ah bah non. On a quand même le hit de LeBron, qui, comme nombreux peuvent le considérer, très amigos. On considère LeBron comme le ou un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui se ramène, not one, not two, not three. Le hit doit gagner ses finales. Oh. Dwayne Wade qui rappelle des mauvais souvenirs aux Mavs et à Dirk. Tout est mis en place pour que Dirk craque. C'est pas possible. Dirk est même malade. Dirk a la grippe. Dirk à l'école. Ils sont menés 2-1. Ils sont menés 2-1. 2-1, tout à fait. Puisque sur le game 2, Dirk est ultra clutch et va aller déjà mettre le silence à Miami en disant les gars, vous êtes partis pour une longue série. Tout à fait. Et Aslem va se faire une carrière sur le fait d'avoir défendu Dirk, sauf que c'était en 2006. Aujourd'hui, update, on est en 2011 et tu vas prendre la sauce. Et si c'est pas toi, c'est Chris Bosh, d'accord? Tout le monde prend. Il n'y a rien à faire. Et même quand on essaie de mettre des challenges, il est trop fort. Un petit coup de grippe. LeBron et Wade en conférence de presse qui toussent. Oh non, il va pas y arriver, etc. Foutage de gueule. Dirk, on serre les dents. Layup main gauche pour la gagne. Gros dagger sur le côté. Lorsqu'on va à Miami et qu'il faut finir le travail, pas de problème, on y va. C'est la première bague de Dirk, la première bague des Mavs. C'est face à un adversaire all-time de chez all-time. LeBron, Wade, Bosh, les Tres Amigos. Trop fort. Du premier au dernier round, je vous invite même à aller checker. Je crois que Yann Maimi en avait parlé chez les copains de First Team de lui qui a vécu notamment Dirk à l'époque. Et en fait, le mec est intouchable. C'est genre, t'as l'impression d'avoir un ovni autour de toi. J'ai rarement vu un mec faire autant de hit check. Et je dois avouer que je suis peut-être, ce sont des top 10 évidemment très objectifs, mais je suis tout le temps halluciné de revivre cette année où j'ai 20-21 ans. Et je dois dire que faire ça tous les soirs, ça me fait penser à ce qu'on a vécu quelques années après avec Curry en saison régulière, où tous les soirs, t'avais un show offensif. À des pourcentages de zinzin. Rien à faire. RAF. Je l'ai gardé en numéro 1 de mon top 10 all-time. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau made by Léonce avec donc le top 10 all-time des plus grandes campagnes de playoffs individuelles. Waouh, c'était complet. Un gros steak, mais c'est ça qu'on veut avant les playoffs 2022. On s'est bien éclaté quand même. Ouf, là, il y a eu de la légende. En espérant que sur ces playoffs, quelqu'un d'autre vienne toquer à la porte, Alex. Devin Booker. Devin Booker, ça serait super. Je te cache pas. Qui c'est les clients? KD. Doncic. KD s'il fait une dinguerie en 8ème. Luka. KD, ouais, s'il peut partir de loin, mais on est encore loin du compte. Hein. Surprise motherfucker, comme Dwayne Wade, genre Ja Morant. Genre j'arrive et en fait... Ouais. Doncic avec les lignes statistiques qu'il fait, si ça gagne... Joël. Ouais, Joël, bien sûr. Denver. Ouais. Jokic. Yanis qui dit Pardon. En fait, c'est à moi. It's mine. Ah, il y a Kyrie du coup cette fois. Ouais. Ah lol. Du coup je m'occupe des deux. Ouais, il y a tout le temps du gros client. Tu parlais de Tatum, etc. Je pense que ces garçons seraient capables de faire des bêtises. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on vous attend dans les commentaires. On va vous souhaiter une magnifique semaine. Croyez pas qu'on va vous laisser solo. Il y a plein de trucs qui vont débarquer sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Vous allez remplir tout de suite votre Trash Talk Bracket Contest. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du Top 10 All Time. Ciao. Bisous. Ciao.